Donc bonsoir à toutes et à toutes, vraiment, donc déjà je m'excuse pour ce retard, ça m'arrive jamais, voilà, il faut jamais dire jamais, mais là ça m'arrive jamais, et voilà, donc un problème de voiture. En fait, donc le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur. On appelle ça, on appelle la conférence Torah et Business, mais on aurait pu l'appeler Comment vivre avec Hachem du matin au soir. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que on vit notre judaïsme très souvent quand on se trouve à la synagogue, quand on allume sa Chanoukia, quand on allume ses nérodes de Shabbat, quand on va manger kasher. Mais on peut avoir un vrai souci, c'est dans ce cas-là de passer uniquement une heure et demie connecté à son judaïsme par jour. Alors qu'en fait, le judaïsme, la Torah, est là pour nous guider du moment où on se lève le matin, où on dit Modéani Efanecha, où on fait Netilat Yadayim, jusqu'au moment où on va se coucher, où on dit Kriyat Shema. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, à chaque instant, on va avoir des épreuves. On va avoir des choses à gérer. Et on va devoir prendre des décisions qui vont être des décisions cachères ou des décisions pas cachères. On va appeler ça comme ça. Des décisions qui vont selon la halakha et qui ne vont pas selon la halakha. La grande erreur de notre époque, et je précise bien de notre époque, parce qu'il faut savoir qu'il y a, avant la Shoah, c'était les rabbanim qui géraient l'ensemble des activités de leur communauté. C'est-à-dire que même quand quelqu'un faisait du business, il passait du temps avec le rav pour aller prendre de grandes décisions ou pour aller, effectivement, trancher des sujets de la halakha. D'accord ? Je vais revenir après tout à l'heure. Après la Shoah, etc., quand il a fallu reconstruire le peuple juif, il a été mis un accent sur plus la partie visible du judaïsme, la partie qui nous différencie. C'est effectivement, on doit être Shomer Shabbat, on doit mettre ses tefilines, on doit faire Sukkot, on doit faire toutes ces choses-là, les fêtes, etc. Mais en fait, il y a une partie qui a été oubliée. C'est effectivement le fait qu'à n'importe quel instant, et même dans nos affaires, même quand on est en train de travailler, je vais pas même parce que c'est au même niveau, on est censé être connecté à Kadosh Baruch Hu, on va expliquer ce que ça veut dire, et on doit effectivement prendre des décisions particulières. Et donc, cette erreur-là font qu'on a une vision très très souvent du judaïsme qui est assez limitée. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens qui vont aller prier le matin, qui vont aller mettre qui ont des titiotes, qui ont des kippotes, mais qui peuvent passer leur journée au business à arnaquer des clients, d'accord, à essayer de voler, à essayer de tricher, etc., en disant, bon, c'est ça le business, d'accord. Et ils ne voient absolument pas le problème. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas le problème ? Parce qu'effectivement, pour eux, le judaïsme, c'est ça, le judaïsme, ils le vivent. Ils donnent de la tzedaka, on offre un sefer Torah, certaines fois étudient, et certaines parties lisent des Tehillim. Mais au final, ils oublient une grande partie de la Torah. Pourquoi ils oublient une grande partie de la Torah ? Il faut savoir que dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï, on voit ça dans la Parashat Yitro, d'accord ? Donc Parashat Yitro, on voit les 10 commandements, la Seret Dibrot, les 10 paroles plutôt, et juste après, démarre la Parashat après Yitro, quelqu'un sait ? Mishpatim. Mishpatim. La paracha de Mishpatim, c'est une paracha qui ne va pas venir nous parler des fêtes, et ne va pas parler du Shabbat, ne va pas parler de la Kashrut, elle va nous parler de sujets très très concrets, des sujets de vie en société. Elle va nous dire, elle va donner les détails des lois concernant les dommages directs et indirects, d'accord ? Quelqu'un qui frappe quelqu'un, combien est-ce qu'il doit payer, etc. Ou si sa bête, effectivement, sa bête ou sa voiture, enfin un accident de voiture, etc. Enfin, tout ça, c'est inclus effectivement dans la paracha Mishpatim. Il y a l'interdit du vol, les responsabilités des gardiens, les lois des Shomrim, d'accord ? Si on vous demande de garder quelque chose, ou vous empruntez quelque chose, vous louez une voiture chez Budget juste en face, d'accord ? Quelle est votre responsabilité ? Et qu'est-ce qui se passe si on vous vole la voiture ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient vous casser la voiture ? Etc. etc. Ça, c'est les lois de la responsabilité des gardiens, c'est une souga en soi. On parle de la mitzvah de prêter aux pauvres, l'interdiction du prêt à intérêt, le respect des esclaves, non juifs et juifs, le respect du converti, de l'aveugle, de l'orphelin, apporter secours à un ami qui charge et décharge sa bête, d'accord ? Vous avez un ami qui est en train de charger sa bête, c'est lourd, vous devez l'aider. Vous avez un ami qui décharge, d'ailleurs même si ce n'est pas un ami,
tout cas un prochain qui est en train de décharger une bête, et vous voyez que la bête est affalée, etc., vous devez l'aider, etc., etc. Il y a la loi de fonctionnement des tribunaux, ne pas écouter une personne sans que l'autre soit présente, par exemple, etc., etc. Et donc, ces lois-là, c'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï, donc on imagine, donc il faut oublier le film. Hein. Moi, mes rabbinim me disent toujours, ceux qui ont vu le film, ils mettent 20 ans à essayer de recomprendre la Torah, tellement il y a des erreurs. Mais en tout cas, voilà, on imagine Moshe Rabbeinu qui descend du Har Sinaï. Nous, on s'attend à ce qu'il va nous parler de Kabbalah, de plein de petites choses, etc. Et non, il est en train de nous donner des règles de vie en société. C'est ça la première chose. Il démarre par ça. Il démarre par ça. Et après, à la fin de cette paracha Mishpatim, là, il commence à parler effectivement de la cacheroute, il va parler des fêtes, il va parler de Shabbat, etc., etc. Un autre point, par exemple, c'est que dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties, et une des parties du Shulchan Aruch, donc le code de loi juive, est dédiée exclusivement aux lois, ce qu'on appelle Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, ce sont des lois entre personnes, ce sont les lois qui vont concerner notre vie de tous les jours. Ce sont les lois de vente, d'achat, de prêt, etc., etc. Et ces lois-là, Choshen Mishpat, sont les lois qui sont les plus larges du Talmud. C'est-à-dire que dans le Talmud, il y a énormément d'halachot qui concernent ces choses-là, et qui vont concerner n'importe quelle de nos interactions dans le monde des affaires. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Dans la Gemara, vous avez aussi, au minimum 3 volumes, les Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, vous avez aussi Masechet Makon, Masechet Sanhedrin, etc., qui sont aussi des volumes du Talmud qui vont parler aussi de cette relation aux autres. Si on va au Kotel, pourquoi est-ce que nous on va au Kotel? Pourquoi est-ce que quand vous allez prier au Kotel, on va pourquoi au Kotel? Hein? Non, pas Parnassa, vous dites pourquoi vous priez, ça vous pouvez demander ici aussi. Autre chose, pourquoi est-ce qu'on va au Kotel? Pourquoi cet endroit est symbolique? Pardon? Il y a la Shrina, il y a l'histoire du lieu. Il y avait quoi dans ce lieu? Il y avait le temple. Ah, j'ai entendu autre chose. Il y avait tribunaux, voilà. Et en fait, voilà, quelqu'un a déjà dit la réponse que j'attendais. C'est-à-dire qu'en général, quand on va au Kotel, on imagine quoi derrière? On imagine qu'avant il y avait le Beth Amikdash. Il y avait des Kohanim qui faisaient des sacrifices, qui allumaient la menorah. Il y avait, pendant Kippour, il y avait les Kohanim qui priaient devant le Mishkan, devant les tables, etc., devant le Haron, à Kodesh, etc., etc. Et donc, en fait, il y avait un rite un peu spécial. C'est-à-dire, quand on voit de l'extérieur, on voyait ce qui se passait avec les Kohanim. Bon, c'est un peu bizarre, d'accord? On fait plein de choses bizarres. Effectivement, c'était ce qu'Hachem a demandé, donc on fait ce qu'Hachem a demandé. Mais ce qu'on oublie tout le temps, c'est qu'à cet endroit-là, il y avait le tribunal central d'Israël. Il y avait le grand Sanhedrin. Il était à l'intérieur du Beth Amikdash, sur le côté. Il y avait là-bas les Dayanim qui allaient nommer tous les Dayanim qui étaient présents dans n'importe quel pays et qui allaient gérer les affaires les plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une hiérarchie comme ça de juges et qui allaient gérer les relations les plus importantes. Donc on se retrouvait effectivement au Beth Amikdash à gérer des cas qui pouvaient être des cas qui ne concernaient pas les sacrifices, etc., mais qui pouvaient être des cas qui pouvaient gérer aussi le monde des affaires. C'est-à-dire que c'était le tribunal central. Et ça, on oublie ça. Pourquoi est-ce qu'on oublie ça? Parce que justement, on a oublié très très souvent, comme je l'ai expliqué, une grande partie de notre judaïsme, qui est cette relation, toutes les lois qui concernent la relation entre les hommes, et qui fait que à n'importe quel moment, la Torah a un mot à dire sur notre relation avec les autres. Notre relation avec les autres, il y a plusieurs parties. Il y a à la fois la partie comment je dois me comporter, mais il y a aussi comment je gère les conflits. Qui n'a pas de conflit avec quelqu'un d'autre? Je peux être associé avec mon meilleur ami et qui reste mon meilleur ami, mais on n'est pas d'accord sur la manière de partager les bénéfices. On n'est pas d'accord sur comment est-ce qu'on va envoyer notre marchandise. Et je peux ne pas avoir un ami qui est mon fournisseur ou mon client, et je peux ne pas être d'accord sur la manière dont il a effectivement transporté ses produits. Il y a en permanence, en fait, si vous faites des travaux chez vous, très souvent avec le câblage, il y a toujours des malentendus, il y a plein de choses, donc vous allez avoir des questions. Et très souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, on se dispute. D'accord? Quand on a un problème de ce genre, on se dispute avec la personne d'en face, on se crie, etc., etc. Et en fait, on dit tu es un escroc, tu es un voleur, l'autre dit toi aussi tu es un escroc, tu es un voleur, tu veux me voler, moi j'ai pas gagné d'argent, etc. Alors qu'en fait, tous ces cas-là sont 100% traités dans la Gemara, 100%, c'est-à-dire qu'on a réponse absolument à tout. Et donc si
quelqu'un a un problème de ce genre avec n'importe qui, avec un associé, avec un ami, avec un client, avec un fournisseur, avec son voisin, avec n'importe qui, il doit juste aller au Beddin, avec la personne à côté, se dire, on va pas là-bas parce qu'on est en conflit, on va là-bas parce qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. On a si on voit la vie de notre ancêtre, nous on descend, on est les Bnei Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov. D'accord? Donc Yaakov, si on voit dans la Torah qui était Yaakov, on voit quoi? On dit, voilà, Yaakov était Yoshev Ohalim. C'est très limité, on sait qu'il était dans les temps, donc on sait qu'il étudiait la Torah, il était là, il étudiait, il n'était pas en train de se balader dans la rue. Et après on voit l'histoire de Yaakov vis-à-vis d'Esav, d'accord, la relation qu'il a avec son frère, et ensuite on le voit aller très pauvre, d'accord, puisque à ce moment-là il était très pauvre quand il est parti chez Laban, et il arrive chez Laban, et la grande partie de la vie de Yaakov, qui est la plus documentée, la plus expliquée dans la Torah, c'est celle où on voit Yaakov qui travaille. Yaakov travaille. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? D'abord, il travaille 7 ans pour Rachel, d'accord? Il a vu sa cousine, d'accord? C'est sa cousine Rachel. Il a vu sa cousine, il veut se marier avec elle, il est pauvre, Laban en profite, il dit voilà, tu travailles 7 ans pour ma fille. À ce moment-là, la première chose qui se passe, c'est après les 7 ans, qui on donne à la place de Rachel? On donne Léa. Laban donne Léa. Et ce qui est intéressant, c'est que Laban, immédiatement, quand on lui dit mais attends, on avait convenu à Rachel, il a une bonne excuse, d'accord? La bonne excuse, c'est non, on ne marie pas la jeune avant la grande. Je sais pas, moi je dis je veux cette voiture, vous allez dans un magasin, vous dites je veux cette voiture, il dit non, mais celle-là elle est numéro 43, je préfère te vendre la numéro 1. C'est quelque chose, la réponse elle est pas claire. Mais en fait, Laban, qui s'appelle Blanc, d'accord, comme tous les escrocs, puisque Laban c'était le plus grand escroc de la Torah, en fait a toujours une bonne excuse. Il a toujours un petit route. Pourquoi est-ce qu'il va arnaquer quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il va tricher? Pourquoi est-ce qu'il va mentir? Pourquoi il ne va pas respecter son contrat? Et vous allez voir, vous voyez dans la vie de tous les jours, quand il y a des gens qui peuvent être des escrocs, qui peuvent être des gens qui trichent, ils ont une super philosophie de vie. Ils vont vous expliquer pourquoi. Moi, je suis en train de discuter avec un garçon en ce moment, qui est en train de m'expliquer pourquoi maintenant il va faire un business de voleur pendant les 5 prochains mois, parce qu'il doit financer son mariage qui est dans 5 mois. Il n'a pas trouvé la fille encore, mais en tout cas, son mariage il a décidé que dans 5 mois, il se marie. D'accord. Mais c'était aujourd'hui ça, hein. D'accord. Moi j'ai en permanence des sujets comme ça. Il m'explique, il me dit oui, mais j'ai pas le choix, mais c'est mon alia, mais j'ai fait ci, etc. Bon, j'essaye de le calmer, mais en tout cas, on se trouve très souvent des théroutimes. Donc Laban, effectivement, c'est quelqu'un qui était un escroc, et Yaakov a passé 20 ans de sa vie aux côtés de cet escroc. Et c'est ça la vie de Yaakov. La vie de Yaakov, c'est ça. Après, on voit effectivement la vente de Yosef, on voit Yaakov qui va en Mitzrayim, mais on voit rien de la vie de Yaakov. On voit quoi? 2 phrases, il dit à ses enfants, allez chercher à manger, etc. On ne voit pas ce qui se passe. Mais la vraie, si on doit bien comprendre qui était Yaakov, on doit examiner ces années-là. Et qu'est-ce qu'on voit pendant ces années-là? On voit Yaakov qui, malgré le fait qu'il se retrouve face à un escroc, face à quelqu'un qui triche, qui ment, on dit qu'il change le contrat en permanence, il a changé des centaines de fois l'accord qu'ils avaient avec eux. À chaque fois qu'il voyait Laban que l'accord qu'il avait été à l'avantage de Yaakov, il changeait l'accord. Non, finalement, tu ne vas pas prendre les bêtes de cette couleur, tu vas prendre les bêtes de cette couleur. Paf, il y avait les bêtes comme ça, la bracha qui arrivait chez les autres. Ah non, finalement, tu ne vas pas prendre ça, tu vas prendre ça. Il essayait toujours de trouver quelque chose. Et Yaakov, pendant cette période-là, il reste droit. Il reste droit à 100%. C'est-à-dire que Yaakov, quand Laban va lui courir après, à la fin de la paracha, quand Laban va lui courir après quand Yaakov part de chez Laban, la seule chose que Laban peut reprocher à Yaakov, c'est pourquoi tu es parti sans que je puisse faire des bisous à mes petits-enfants. C'est la seule chose. Et il y a une deuxième chose, qui n'était pas un sujet de Yaakov, qui était pourquoi tu m'as volé mes idoles. C'est ça qui dit Laban. C'est-à-dire que Yaakov, pendant toutes ces années, malgré le fait qu'il était entouré d'escrocs, d'accord, comme nous, aujourd'hui, on est dans un monde, le monde des affaires est un monde où on est entouré de gens malhonnêtes, de gens peu scrupuleux, il est resté 100% honnête et droit. Et à ce moment-là, et vous voyez à la fin de cette paracha-là, vous voyez Yaakov qui se justifie encore plus devant Laban, parce qu'il sent que Laban
n'est pas très content qu'il parte. Il dit, regarde, j'ai travaillé jour et nuit, il n'y a pas eu une seule fois une bête malade, il n'y a pas eu une seule bête qui a été mangée par des loups. Vous savez, un berger, il peut dire, regardez, je garde 50 bêtes, bon, il y en a une qui s'est fait bouffer par un loup, bon, je suis à nous, comme on dit, comment on appelle ça? Voilà, cas de force majeure, tout à fait. Cas de force majeure, c'est un cas de force majeure. Mais non, il dit non, c'est jamais arrivé pendant mon service. C'est après cet épisode-là, quand Yaakov quitte avec sa famille, il quitte très riche d'ailleurs, et il quitte très riche Lavan, c'est après ce moment-là qu'effectivement Hachem décide de l'appeler Israël. Israël. C'est après cette épreuve-là, l'épreuve où il est passé dans un monde où il était entouré de gens peu scrupuleux, où il lui est resté 100% droit, c'est après ce moment-là qu'il devient Israël, qu'il est devenu Israël. Et Israël, d'accord, il y a plusieurs explications quel est le mot Israël, il y en a une qui est Yachar El, il est droit devant Dieu. C'est-à-dire que le vrai sujet, finalement, dans notre relation aux affaires, c'est quoi? C'est de savoir que Kadosh Baruch Hu, je crois qu'il y a de moins en moins de batterie, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu dirige 100% de notre parnassa et du monde. D'accord? D'ailleurs, quand vous venez à la synagogue et vous venez prier, certains pensent qu'ils viennent à la synagogue pour faire plaisir à Dieu et pour faire le cadeau. Ok, j'enlève peut-être? Attendez. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça? Quand on vient à la synagogue, très très souvent, on dit je vais m'acquitter de ma tfila. D'accord? Je vais faire shachrit parce que on m'a dit de prier. Mais si on se rend compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Akadosh Baruch Hu n'a absolument pas besoin de notre filote. On est bien d'accord? Il est bien au-dessus de ça. D'accord? Pourquoi je viens prier? C'est qu'à la sortie de cette fila, je dois être transformé. Je dois être quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi être transformé? C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la tfila? Qu'est-ce que dit la Hamida? La Hamida, elle dit, Dieu, c'est toi qui donnes l'intelligence. Dieu, c'est toi qui donne la santé. C'est toi qui nous envoie la Géoula. C'est toi qui nous envoie, qui nous fait faire tchouva. C'est toi qui nous on te demande de faire partie des tzadikim. On te demande de nous envoyer des juges. On te demande de la parnassa, etc. En gros, on te demande, Hachem, c'est toi qui donnes tout. C'est ça qu'on est en train de dire dans la Hamida. Tu fais tout. Et donc, quand on est en train de faire notre Hamida, on doit se dire clairement, je suis en train de prendre conscience qu'Hachem contrôle 100% du monde. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose aussi dans la tfila, qui est moins du sujet, c'est aussi le fait de demander. D'accord? Il fait partie de la Ishtadlut, les Chachamim le disent, que tant qu'on ne demande pas à Hachem, possible qu'Hachem ne donne pas. D'accord? Il veut que tu aies un kécher avec lui, comme un fils qui vient devant son père, le père lui a mis un petit cadeau, il attend que le fils vienne vers lui, etc. Et quand le fils vient vers lui, il dit tiens, j'avais prévu de t'offrir un cadeau, c'est le moment. D'accord? Donc on voit dans Maseret Ta'anit, par exemple, si on dit Maseret Ta'anit, on voit, il n'y avait pas de pluie, il y a le Rav on attendait que le Rav prie, et hop, la pluie tombe. D'accord? On dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de pluie quand Adam Arishon, quand Hachem a créé le monde, il a créé l'homme le 6e jour, et c'est à ce moment-là que les arbres ont commencé à pousser, et les herbes ont commencé à pousser. Pourquoi? C'est à ce moment-là que l'homme a pu prier, a pu avoir un lien avec Dieu, et c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a pu avoir de la pluie. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de pluie. Ça, c'est à côté. Mais je reviens sur le sujet, c'est qu'en fait, quand on fait notre Amida, on doit prendre conscience que 100% des choses sont dirigées par Akadosh Baruch Hu. Il y a, on sait qu'à Rosh Hashanah, d'accord, et tout ça, c'est pas des petites légendes, d'accord? C'est le cœur, c'est la base du judaïsme, c'est la base de la Emouna. C'est à Rosh Hashanah, notre parnassa est fixé du début de l'année à la fin de l'année. La seule chose qui n'est pas fixée, ce sont nos Otsaot Shabbat, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser plus pour Shabbat, on vous rajoutera ce qu'il faut pour vous rembourser. D'accord? Donc d'ailleurs, des fois quand j'achète des grandes courses, je dis aux enfants, touchez pas, sinon je ne vais pas me faire rembourser. Attendez Shabbat. Mais je dis ça pour plaisanter, mais au moins qu'ils prennent conscience de l'importance de Shabbat. Mais en tout cas, donc, comme j'explique, le vrai sujet, c'est que Hachem a fixé notre parnassa, Hachem dirige tout, nous envoie la santé, nous envoie l'intelligence, nous envoie la parnassa, nous envoie tout. Donc il nous reste quoi à nous?
D'accord? Qu'est-ce qui reste à nous? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, finalement, dans tout ça? Vous avez une réponse? Pardon? Hirat Hashem, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et c'est exactement là où on va en venir. Il y a une Gemara, donc ce que dit David. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Il existe un ange qui est responsable des grossesses, qui s'appelle Laïla. D'accord? Bon, ils l'ont appelé comme ça. Et cet ange-là vient avant la naissance de chaque homme, chaque femme, et montre devant Dieu le fœtus, et dit, est-ce qu'il va être intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être fort ou faible? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Imaginez, c'est avant notre naissance, ça. Donc Bill Gates, avant la naissance, c'était déjà prévu qu'il allait être riche. D'accord? N'importe qui, quelqu'un qui est pauvre, c'est déjà prévu avant la naissance. C'est ce qu'on appelle le mazal. D'accord? C'est qu'il y a effectivement quelque chose qui a été fixé. Je ne rentre pas dans le sujet El Mazal Israël, c'est effectivement, il y a des moyens de changer ce mazal-là. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre conférence. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie et le résultat de notre vie est déjà fixé à l'avance. Et l'Agmara, sur place, pose une question et dit « Et pourquoi il ne demande pas est-ce qu'il va être sadiq ou racha ?» Et là, il dit que Rabbi Hanina dit « Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim » Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? Donc cette expression-là vient suite à cette affirmation-là. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre rôle sur Terre, c'est pas effectivement de passer 99% de notre vie à penser à notre business et à voir comment je vais réussir à vendre mon produit, à votre truc, etc., etc. Notre rôle sur Terre, c'est de prier et de réussir à être des gens droits à n'importe quel moment. C'est quoi la Hirat Shamayim? C'est-à-dire que je sois devant des gens ou que je sois seul quand personne ne peut me voir que je peux faire une entourloupe, je suis exactement la même personne. Je suis une personne qui va faire ce qu'Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé d'être droit, Hachem m'a demandé de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas prêter par intérêt, etc. On va voir plein d'exemples. Eh bien, je dois être cette personne-là. Après maintenant, est-ce que la Parnassa va réussir ou pas réussir? Ça dépendra du mazal. On connaît tous des gens qui travaillent énormément et qui gagnent rien, et des gens qui travaillent peu et qui gagnent énormément. D'ailleurs, si vous voyez la première classe, vous allez en première classe de Elal, d'accord? Vous vous rendez compte des fois des gens qui sont là, pas spécialement intelligents, etc. Il n'y a rien de particulier, mais bon, ils ont eu un mazal particulier. Ben à l'inverse, il y a un commentateur de la Torah qui s'appelle le Ibn Ezra, qui était tellement pauvre, et il savait qu'il avait un mazal d'être pauvre toute sa vie. Il disait, c'est tellement que mon mazal c'est d'être pauvre, que si je me mettais à vendre des cercueils, il n'y aurait plus de morts. Ça veut dire, c'est clair, mon business, je vais le lancer, je vais le rater. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire, alors je dis bien, il faut faire très attention, parce que c'est pas parce que maintenant quelqu'un ne va pas réussir et va à un moment avoir un coup dur, qu'il ne doit pas se mettre à prier à fond en se disant « Non, mais de toute façon c'est fixé, ça y est, je suis pauvre, c'était fixé avant ma naissance, etc. » Non, on peut changer les choses, il peut y avoir la tuila, etc. Mais il faut savoir que le monde en général fonctionne et d'une manière qui a été déjà fixée à l'avance. Mais la seule chose qui n'est pas fixée en avance, c'est quel est le chemin que je vais prendre pour arriver au même endroit. Le même endroit, c'est à 120 ans, on part d'ici. D'accord? Mais le chemin que je vais prendre, ça va être un chemin qui va être certaines fois, effectivement, donc la voie honnête ou la voie malhonnête, et elles s'entrecroisent, ces voies. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai été honnête toute ma vie, j'ai réussi toute ma vie ». C'est qu'à n'importe quel moment de notre journée, on a des épreuves. Moi, d'ailleurs, je compare ça à un jeu vidéo. Et genre, le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les matins, tous les jours, il faut considérer ça comme un nouveau niveau d'un jeu. Hachem va nous mettre des choses devant nous, va nous mettre des épreuves, va nous mettre des complications, ou des fois, il ne va pas nous mettre des complications. Et au contraire, des fois, quand on n'a pas de complications, on commence à s'installer et à être de plus en plus flemmard. Et il va nous mettre dans ce jour-là, et nous, on doit dire, attends, moi, ce jour-là, je dois le réussir. Je dois faire des mitzvot du matin au soir. Et je ne dois pas enfreindre la moindre règle.
Donc ça, c'est le sujet important. C'est-à-dire que quand vous sortez de la tfila, vous devez... Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils sortent de la synagogue, enlèvent leur kippa et la mettent dans la poche. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit, bah, Dieu était là, il est là. Et dehors, non. D'accord? Dehors, on rentre dans le monde chol. D'accord? Le monde profane. Alors qu'en fait, la kippa, on devrait je ne veux pas dire qu'on ne va pas l'avoir à la synagogue, évidemment qu'on doit l'avoir. Mais c'est à l'extérieur qu'on a le plus besoin. C'est à l'extérieur qu'on a le plus besoin, c'est-à-dire à l'extérieur, on doit se rappeler qu'à n'importe quelle seconde, il faut faire ce que veut Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a autre chose. Il y a le fait que il y a une Gemara qui dit comme ça. Quand on arrivera là-haut, à 120 ans, on va nous commencer à nous poser des questions. On arrivera au Bet Din Shel Mala, on nous posera des questions. La première question qu'on va nous poser, c'est quoi? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce avec droiture? Ou avec foi? On va en parler, parce qu'on peut lire ça les deux fois, de deux manières. Est-ce que tu as fait du commerce avec droiture? Donc vous imaginez, celui qui a volé un peu, qui a fait plein de magouilles pendant toute sa vie, il arrive là-haut en disant « Ah, ça y est, maintenant je suis libre, la police, ça ne peut plus me rattraper, le fils, etc. » Il arrive là-haut et là on lui dit « Bon, alors le business, c'est ça qui va se passer, d'accord? C'est la première question. La deuxième question, ça va être « Kavata itim la Torah » est-ce que tu as fixé des heures d'étude de la Torah? Mais revenons à la première question. La première question, c'est est-ce que tu as fait ton commerce avec Emouna, avec droiture? Et en fait, la droiture et la Emouna, comme je l'ai expliqué, c'est la même chose. Si quelqu'un sait qu'à Kadosh Baruch Hu, on voit tout, on voit sa parnassa, on voit sa réussite, etc., il va rester droit. Il va faire ce que Hachem lui demande. Oui, Hachem m'envoie, de toute façon, c'est Hachem qui m'envoie. Donc je reste droit. Mais si quelqu'un n'est pas droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Hachem, regarde, tu m'as dit de bien respecter, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, etc. Tu m'as dit de faire ça. Merci beaucoup pour ton conseil, mais moi j'ai besoin de plus de parnassa. Et là, il n'a juste rien compris. Il a juste rien compris. Moi, il y a une fois, il y a quelqu'un qui s'est levé pendant une de mes conférences et m'a dit « Oui, mais moi je connais quelqu'un qui est un escroc, il gagne beaucoup d'argent. » Et je lui dis « Regardez maintenant l'histoire, après c'est la prison, c'est perte d'argent, c'est des divorces, et tout, etc. Gagner beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Quand on te dit qu'Hachem il dirige ta parnassa, il fait en sorte que tu puisses bien vivre avec ta parnassa. Te donner trop de parnassa, ça peut être quelque chose qui peut être le plus grand poison. Une famille, d'ailleurs, il faut voir, moi je suis entouré de milliardaires, les problèmes qu'ils ont avec leurs enfants, les problèmes qu'ils ont, enfin, c'est vraiment un vrai poids qu'ils ont. Et ils ont un problème de gérer leur compte et que de ne pas se faire voler, de ne pas se faire ci, etc. Donc en fait, le fait de ne pas être droit dans les affaires, c'est le fait d'avoir un problème de Emouna. Et très souvent, en fait, quel est le problème? Pourquoi est-ce que les gens, effectivement, ne veulent pas être droits? Très souvent, le sujet, c'est le fait d'être pressé. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit regardez, M. Bérébi, votre conférence est super et tout. Moi, je ne suis pas chômeur Shabbat, mais j'aimerais vraiment être chômeur Shabbat. Je lui ai dit pourquoi je ne suis pas chômeur Shabbat? Il me dit oui, j'ai un problème, c'est que j'ai récupéré la société de serrurerie de mon père. Et mon père ne travaille pas Shabbat, on est dans un centre commercial. Et voilà, et donc maintenant je suis obligé de travailler Shabbat. Je fais mais pourquoi obligé? C'est le centre qui vous demande de travailler Shabbat? Il me dit non, je peux fermer. Je fais alors pourquoi? Il me dit non, mais parce que j'ai des crédits, j'ai des dettes. Je fais attends, mais si ton père a très bien fonctionné, a réussi ta vie, pourquoi est-ce que tu as des dettes? Il me dit non, parce que j'ai acheté 4 appartements. Je dis mais pourquoi tu as acheté 4 appartements? Il fait mon père aussi il avait acheté 4 appartements. Je fais oui, mais très bien, ton père a acheté 4 appartements, ça t'empêche pas que toi tu aies besoin d'acheter tes appartements. Et il me dit oui, mais et ces 4 appartements, ben voilà, maintenant je dois rembourser X dizaines de milliers d'euros, enfin je crois que c'était 13 000 euros par mois, etc. Voilà, c'est lourd, donc il faut que je réussisse. Et là je lui ai dit, mais regarde, ton problème est simple, tu veux être chômeur Shabbat? Tu es sûr de vouloir être chômeur Shabbat? Il me dit oui, en plus j'ai une synagogue dans le même immeuble que moi, j'ai honte, je suis jamais rentré dedans. Bah, vends 3 apparts. Et là, il me fait non, je peux pas faire ça. Ben non. Je dis pourquoi? Il me dit parce que mon père, il n'a pas fait comme ça, il les a pas vendus ces apparts. Je dis mais ton père il a été chômeur Shabbat? Il me dit non, mais maintenant il va à la synagogue. Je dis oui, maintenant il est à la retraite, il a mis son fils, il va à la synagogue, ok. Mais, je lui dis mais tu n'as pas besoin de ces appartements. Il dit oui, mais la banque elle a prêté 10% et je peux aller voir. Je dis mais on revient en arrière. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
tu veux agrandir ton patrimoine, tu veux devenir riche, tu veux faire, etc. Donc tu es en train de vouloir prendre l'avance. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne, tu en feras un Shabbat. Et pareil, donc ça c'est une histoire. L'autre histoire, c'est beaucoup de gens, effectivement, qui écoutent certaines de mes conférences, qui me disent, bon, maintenant, en fait, j'étais effectivement dans des business pas cachers, maintenant, voilà, je veux faire le choix. Maintenant, monsieur Béhavi, trouvez-moi un boulot à 25 000 shekels net par mois. Alors je lui dis, mais, excuse-moi, tu as un enfant, enfin, sur celui-là par exemple, auquel je pense, tu as un enfant, 25 000 shekels, c'est beaucoup d'argent pour un enfant. Alors il me dit, je lui dis, tu peux me détailler tes dépenses? Il me dit, bon, alors, j'ai les ganim, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, il arrive à 14 000 shekels. Ah, je fais, ah, donc si tes dépenses c'est 14 000 shekels, et on avait rajouté 2 000 shekels de marge. Donc c'était 12 000 plus 2 000, c'est 14 000 shekels. Ça peut se trouver un boulot à 14 000 shekels. On peut y arriver. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué. Il me dit, non, mais en fait, je suis obligé de gagner 25 000 parce que je veux m'acheter mon appartement. Je fais, mais non, tu peux pas t'acheter ton appartement parce que même si tu l'achètes en gagnant 25 000, celui il était en train de bosser et de voler des gens les matins au soir, ça sera pas ton appartement puisque tu l'as payé avec l'argent des autres. Donc c'est pas ton appartement. Donc maintenant, soit maintenant tu dis tu veux t'acheter ton appartement et t'attends qu'Hachem t'envoie l'opportunité et tu puisses grandir au fur et à mesure, soit sinon, ça ne sera pas ton appartement. Donc quand tu verras les murs autour de toi, tu diras c'est pas mon appartement, tu n'auras pas le droit de le dire. Tu as acheté ça avec l'argent que tu as volé. Et donc en fait c'est ça, en fait très souvent la chose, c'est je veux aller plus vite que la musique, je veux faire plus vite. Aujourd'hui aussi, on vit dans une société où on veut tout de suite, d'accord? On a, en France, ici, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, on veut se faire livrer un plat, paf, on appuie sur son smartphone, on veut se prendre un taxi, on appuie sur son smartphone, on a tout de suite, on a tout de suite immédiat qui arrive, etc. Et dans la vie, on a l'impression que, on doit avoir la même chose. Je veux être riche, je vais bosser, tout de suite, je dois être riche. Tout de suite, je dois gagner le salaire que je suis censé gagner à 40 ans. Tout de suite. Et si je ne le gagne pas, je vais commencer à faire des business pas clairs. Un autre garçon m'a dit, regardez, moi j'ai prévu, j'ai fixé, je me suis donné une date limite avec ma femme, que jusqu'au fin 2019, je vole, et après fin 2019, voilà, au moins j'aurais pu m'acheter mon appartement, etc. Bon, je vais faire la même réponse qu'à l'autre. Et après, c'est décembre 2019, à partir de là, je reviendrai quelqu'un, etc. Je fais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et donc très souvent c'est ça le sujet. Le sujet c'est de ne pas penser qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la parnassa dont on a besoin quand on a besoin. Et beaucoup vont dire oui mais regarde, moi c'est très dur, j'ai beaucoup de mal à vivre avec la parnassa que j'ai. Je gagne 6 000 shekels, 7 000 shekels, 8 000 shekels. Et en général quand on creuse sur tous les cas, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, très souvent je parle avec les chauffeurs de taxi ou les choses comme ça pour justement traiter de ces sujets, et on se rend compte que ces gens-là vivent bien, ils ont une maison, à manger tous les jours, voilà, ça s'appelle bien vivre. Après maintenant vouloir plus, pouvoir se payer une villa avec piscine, bon ça c'est sûr, mais pouvoir se payer des vacances à l'étranger, non, pas encore, etc. À un moment ça viendra, Et le fait de vouloir être pressé, ça c'est effectivement un problème de notre époque, mais c'est un problème qu'il y a toujours eu. Il y a déjà 600, 700 ans, il y avait les rabbinim qui étaient en train d'appeler le peuple juif à arrêter de tricher. Ils disaient, regardez, si le Mashiach arrive maintenant, et qu'on amène tous les juifs maintenant en Israël, les peuples du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous regarder, ils vont dire, ah, je le connais, celui-là c'est le voleur de là, celui-là c'est le tricheur là, celui-là c'est ça. C'est un chilul Hashem. Quoi, le peuple d'Hachem, c'est ça? D'accord? D'ailleurs, on lit tous les jours, tous les dimanches, on lit le psaume du jour. D'accord? On va le prendre, un instant. Que veut dire par cœur? Non, on y va. Ayom Yom Beshabbat. Ok, les David Nidmor Lachem. Et on dit Mi Ya'ale Be'ar Adonai ou Mi Yakom Imkom Kocho. Donc qui va se placer à l'endroit où va se trouver le Beth Amikdash? Neki Kapaim ou Bar Levav. Celui qui a les mains propres, celui qui n'a pas volé, et qui a le cœur pur. Asher Lo Nasa Lashav, qui n'a pas juré en vain. Etc. Velo Nishba Lemerma, qui n'a pas juré en mentant, etc. C'est ça qu'on dit tous les lundis, le dimanche.
On s'en rend pas compte. Et vous savez, est-ce que quelqu'un sait quelle est cette fila-là? Quel autre moment on l'a fait? Voilà, fila Parnassa de Yom Kippour. Alors je sais pas, vous imaginez, on est là à Yom Kippour. Et les gens disent, ouais, Parnassa, allez hop, on rentre, on fait les enchères, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire juste là, dans le fila de Parnassa? On est en train de dire, celui qui va gagner, c'est celui qui a de l'argent propre. C'est lui qui va se retrouver au Beth Amikdash. C'est ça. Et nous, en fait, on est là en train de faire notre filote parce qu'on est en train de faire des rites comme ça, etc. Mais quand on comprend ce qu'on est en train de dire, on va se dire, voilà ce qu'on doit faire. Nous, on est là, on doit représenter le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on doit être des gens absolument droits. On doit être des gens honnêtes. On doit être Yaakov. Yaakov face à Esav. C'est comme ça qu'il a pu, à ce moment-là, combattre Esav. Combattre Esav, c'est quoi? C'est moi face à Esav, face à Lavan. Je ne bougerai pas d'un pouce. Moi, je suis quelqu'un qui reste à 100% fidèle à mes convictions. Moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie par ça. Et Yaakov, quand il se dirige vers Esav, vers Lavan, pardon, il fait le rêve de l'échelle. D'accord? Quand il se réveille, vous savez ce qu'il demande comme bracha? Qu'est-ce qu'il dit? Je veux avoir des habits et je veux avoir à manger. Du pain et des vêtements. Il n'a même pas demandé une maison. Alors, imaginez. Je veux avoir des habits, du pain et de quoi m'habiller. C'est la seule chose qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui sort à la fin? Multimillionnaire. Mais il n'a jamais demandé. Effectivement, après, on voit que Yaakov, quand il sort de chez Lavan et qu'il arrive vers Esav, on voit qu'il fait demi-tour pour aller chercher, on dit, les petites fioles. D'accord? On voit que Yaakov fait demi-tour pour aller chercher quelque chose. Là-bas, les commentateurs disent que c'était des fioles. D'accord? Bon, Hanouka, etc. Mais en tout cas, il est parti chercher des fioles. Les commentateurs, effectivement, on pose la question immédiatement, quoi? Il laisse toute sa famille de l'autre côté d'un fleuve pour aller chercher des petites fioles alors qu'il est multimillionnaire. Et les commentateurs sur place disent que les tzadikim, ils font attention à toute leur propriété parce qu'ils savent qu'elle leur a été donnée par Akadosh Baruch Hu et qu'elle est 100% cachée. C'est-à-dire que quand on sait que chaque pièce qui nous a été donnée sont de l'argent qui a été donné par Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, effectivement, on prend l'importance de l'argent. Effectivement, on sait que c'est quelque chose. Pourtant, je suis censé faire quelque chose de bien avec. D'accord? Donc, maintenant, comme j'ai expliqué, on a des lois qui concernent tous ces sujets-là, qui concernent les lois du travail, qui concernent les lois de relations avec personne, etc. La plupart des lois ne sont pas connues. Pourquoi elles ne sont pas connues? Parce qu'effectivement, on a oublié de les étudier. Et malheureusement, même beaucoup de rabbinim n'ont pas en fait étudié ces sujets-là, ou les ont étudiés pas en profondeur. Et donc quand on pose des questions sur Bassar Vechalav, sur Shabbat, etc., on peut répondre. Est-ce que je peux ouvrir le paquet de sucre Shabbat? Une fois, est-ce que j'efface les lettres, pas les lettres, etc. D'accord? Et ce qui sont des sujets extrêmement importants, d'accord? Que moi j'étudie régulièrement parce que le Chavetz Chaim dit que celui qui n'étudie pas les lois de Shabbat, il dit ça dans l'introduction de Mishnah Berurah Chelek Gimel, celui qui n'étudie pas régulièrement les lois de Shabbat, c'est sûr qu'il enfreint Shabbat. Il faut être clair. On n'étudie pas les lois de Shabbat, on enfreint Shabbat. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc je reviens, on a plein de lois qui ne sont pas connues dans le monde des affaires. Et là, on va parler de quelques-unes. La première chose, donc effectivement, la première chose on a parlé, la première chose c'est d'avoir la Emouna. D'accord? Ça, c'est pas une loi de Choshen Mishpat, c'est une loi globale du juif. D'accord? Se dire, quand on va aller chez un client, ne pas se dire comment je vais lui passer 99% de la tête à comment je vais réussir à lui présenter la chose pour qu'il signe, mais comment je vais faire pour présenter la chose de la manière la plus droite possible, la plus claire possible, pour qu'effectivement la personne ait la vision la plus claire possible sur le produit. Ça a l'air dingue ce que je vous dis. Un jour quelqu'un m'a dit, mais tu vis dans le pays des bisounours, c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. On ne fait pas comme ça dans le business, au contraire, on cache les défauts, on fait des trucs, on promet des choses qui ne sont pas. Non. Mais le juif, ça doit être ça. Le juif, ça doit être quelqu'un qui doit se dire comment je vais faire pour présenter la meilleure manière des choses. Puisque de toute façon, c'est Hachem qui décidera si j'ai mon contrat ou pas. Et on l'a vu beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de fois, parce que je suis actionnaire de centaines d'entreprises, directement, indirectement, et en fait, je vois que on peut travailler des fois pendant des années sur un contrat énorme, et le truc se plante en dernière minute, et on peut travailler 2 minutes sur quelque chose qui a l'air tout simple, et qui peut représenter bien plus que le gros contrat. C'est-à-dire qu'au final, la ishtadlout, l'énergie qu'on peut mettre dans un projet,
ne génère pas son succès. Ne génère pas son succès. Alors il y a certaines personnes qui me disent, oui mais attends, alors si la Ishtadlout, si tout est dirigé par Hachem, bah, j'ai qu'à rester les bras croisés. D'accord, j'ai qu'à rester les bras croisés. Et on connaît la réponse. On connaît la réponse, c'est qu'effectivement Hachem ne donne pas si je ne fais pas ma part des choses. D'accord. Il faut que les choses aient l'air naturelles. D'accord. Et d'un autre côté, les gens me posent la question, me disent aussi, mais maintenant, regarde, je travaille 8 heures par jour. J'aimerais maintenant étudier. D'accord. Et j'ai pas le temps de travailler en dehors de ces 8 heures-là. Jusqu'à combien je peux baisser mon travail, mes heures de travail, pour que ça s'appelle faire sa Ishtadlout. Et là, les Chazal expliquent comment on doit faire ce calcul. On doit décider du nombre d'heures de travail qu'on va travailler, pour que dans tous les cas, que vous ayez le contrat, vous ayez la parnassa qu'il vous faut, ou même si vous ne l'avez pas, vous pouvez dire dans votre cœur, j'ai fait assez. Vous avez fait assez. Un agent immobilier n'a pas besoin de travailler du matin au soir. Il sait très bien qu'il lui suffit d'un client. Il lui suffit d'un client ou 2 clients par mois. D'accord? Peut-être un, je ne sais pas. D'accord? Il n'a pas besoin de travailler du matin au soir. Mais non. Et donc à ce moment-là, il peut se dire, regarde, moi je pense que si je travaille 3 heures par jour, ou 4 heures par jour, ça suffit. Ça sera une Ishtadlout. J'aurais fait ce que j'ai à faire, j'aurais présenté à des clients. Maintenant, quand Hachem voudra m'envoyer mon client, je vais envoyer mon client. Mais celui qui va se mettre à mitrailler, à envoyer plein, et se dire, il faut que j'arrête, je cours jusqu'à que j'arrive. Non, il y a un problème, pas réussi. Et donc ça, c'est le degré de la Ishtadlout. Donc le degré de la Ishtadlout, c'est vous pouvez le baisser, le nombre d'heures de travail, jusqu'au moment où, tant que vous vous dites, je fais assez, la part à ça, je peux l'avoir comme ça. Oui. À ce moment-là, on peut jouer sur ça et dire, alors je travaillais une demi-heure. Est-ce que, si tu travailles une demi-heure, est-ce que vraiment dans ton cœur tu dis que tu as travaillé assez? Non, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir 7 personnes qui viennent. Et de toute façon, tu peux travailler une demi-heure par jour. Je confirme, je connais beaucoup de gens qui font ça. J'en fais partie. Et en une demi-heure, ça se passe. Ça peut marcher. Mais la question, c'est pas quelque chose que tu dois faire en un coup, ça c'est certain. Mais surtout, tu dois bien te dire, est-ce qu'effectivement en une demi-heure, je peux faire mon travail? Un agent immobilier qui travaille une demi-heure par jour, ça me paraît pas plausible. D'accord? Je sais pas si c'est un agent immobilier. Non, mais bon, c'est un exemple, l'agent immobilier, on peut faire plein d'autres, tous les métiers du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que une demi-heure par jour, un agent immobilier, non. Il faut avoir le temps de chercher les choses avant et avoir le temps de les vendre. Bon, je pense que c'est 4-5 heures, par exemple. D'accord? Mais chacun doit faire en fonction de son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est face à Hachem, on est tout seul. D'accord? On peut demander conseil à un rave, etc. Est-ce que je sens que j'en fais un peu trop, etc. Mais on le sent, vous avez raison, on le sent. On sent si on a fait assez. Ouais. On sent, oui, j'ai fait assez qui me permet d'avoir ma part à ça. Et alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi le sentiment qu'on a et que j'ai eu moi-même, quand j'ai commencé à travailler. Je pensais qu'il fallait que je fasse plein de choses. D'accord? Bon, j'ai fait plein de choses, mais c'est plus parce que ça m'amusait plutôt que j'allais travailler et ça me prenait pas beaucoup d'heures. Mais on avait l'impression que voilà, il faut que je cours, il faut que je fasse ci, etc. Non. Relax. Des fois, en une petite chose, ça peut exploser. Une chose. Donc ça c'est important. Mais évidemment, après, si on dit que je travaille 4 heures par jour pour aller au country club, ça marche pas. D'accord? Il faut bien comprendre. Le but, en fait, de travailler, quand on dit on travaille peu, c'est qu'après, pouvoir étudier, passer de son temps à étudier et à comprendre et à s'améliorer, à se perfectionner, etc. Là, le Limud Torah, ça c'est quelque chose qui doit être le cœur de la vie. Donc, oui. Comment, avec cette approche un peu minimaliste du travail, on peut introduire une ambition un peu aussi professionnelle qui je pense, a le droit d'exister en parallèle ou en connivence avec la Torah. Tout à fait. Alors oui, donc la question c'est comment avec une approche si minimaliste du monde du travail, on peut avoir de l'ambition et faire des grandes choses. D'accord. L'approche n'est pas minimaliste. On parle de temps. On ne parle pas de quel est le projet qu'on va monter. D'accord? Je peux vouloir monter un nouveau quartier à Natania et travailler 4 heures par jour. D'accord? Alors aujourd'hui, je précise bien que quand on se lance dans un gros projet, il est certain qu'on peut avoir plus de travail. D'accord? Et ça, c'est pas très grave. Mais moi, en fait, dans cette situation-là, d'accord, je veux monter ce projet-là, je pense qu'il est important, je pense que ça a une bonne part à ça, ça a une bonne part à ça pour mes enfants, etc. Je ne fais pas ça parce que j'aime l'argent, mais je fais ça parce que je pense avoir besoin de cette part à ça et que c'est une bonne opportunité. À partir de ce moment-là, je vais dire, ok, donc ce projet il fonctionne comme ça, combien de temps je peux m'asseoir devant une Gemara, avec un rave, etc., pour étudier?
et m'enfermer à 100%. Et donc en fait, il faut le voir à l'envers, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation, et là, on décide combien d'heures je peux, au maximum, je peux prendre en pensant toujours faire mon travail. Donc en fait, c'est pas, comme vous l'expliquez, j'ai fait énormément de choses. Du fond des 15 entreprises, actionnaire de centaines, et en travaillant 4 heures par jour. Et comment je l'ai fait, c'est que ça a été un objectif de ne vouloir travailler le moins possible en nombre d'heures. Il y a d'ailleurs un livre qui existe aux États-Unis qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est un des best-sellers aux États-Unis. C'est Tim Ferriss qui a écrit ça, et qui est en fait un concept qui explique comment une personne pouvait devenir multimillionnaire. Lui, maintenant, il est vraiment très très riche, et qui travaille 4 heures par jour. Alors lui, il n'a pas la Torah, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des concours de salsa. Il faut lire le livre, c'est rigolo, parce qu'il cherche des trucs à faire, après il s'ennuie, mais en tout cas, il a automatisé un peu ses business pour que, effectivement, les choses se passent. Mais ouais, le concept, c'est ça. Le concept, c'est de se dire, ce n'est pas parce que je vais cravacher et je vais travailler de plus en plus jusqu'à 23 heures le soir que je vais réussir plus que celui qui travaille jusqu'à 18 heures. Là, je peux vous dire, moi, je vivais comme ça. Je vivais dans un monde où on pensait tous comme ça, et avec mes amis, etc., juifs et non-juifs, on est tous revenus de ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est pas ça qui fait le truc. On sait très bien que c'est un petit deal, une petite chose, etc., qui peut tout changer, toute la monnaie, c'est pas le cravacher. Bon, mais vous parlez pas des collaborateurs, parce que bon, quelqu'un il peut travailler 4 heures par jour, mais il a les collaborateurs qu'il faut. Ça dépend. C'est-à-dire que, après, effectivement, il peut faire travailler des gens, ça dépend dans quel métier, d'accord? On peut être agent immobilier, je reprends agent immobilier, je ne suis pas agent immobilier, mais travailler 14 par jour sans collaborateurs. On peut avoir une agence de développement web et effectivement avoir des collaborateurs qui sont des développeurs qui peuvent travailler effectivement 6, 7, 8 heures par jour, mais qui peuvent se trouver en Inde ou même en Israël, mais effectivement qui travaillent à côté. On peut faire plein de choses. Mais comme je dis, tout le sujet, c'est pas on arrête de travailler. C'est quelque chose que... C'est le sujet. C'est d'avoir... La deuxième question qu'on pose quand on arrive là-haut, c'est Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps d'étude de la Torah? On ne dit pas est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé des heures d'étude? Fixer des heures d'étude, c'est-à-dire que même si Donald Trump vous propose un rendez-vous, vous dites désolé, ce sont mes heures d'étude. Je plaisante pas. Hein. Je vais spécialement à un cas extrême. Vous pouvez demander à votre RAF quand même, ça dépend pourquoi il veut vous voir. Mais en tout cas, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y a la plus grande affaire qui doit se passer. Non, je suis désolé, j'ai fixé ces heures-là. Parce qu'on est tous conscients que dès qu'on commence à faire des exceptions, 1, 2, 3, 4, 5, à la fin, effectivement, il n'y a plus rien, on n'étudie plus, on a plus ce qu'il faut. Donc il faut faire très attention à ce que je dis. On n'est pas en train de dire on ne doit pas travailler. On est en train de dire qu'on doit travailler en se donnant un objectif de dire je fais ma ishtadlut, je fais ce que j'ai à faire, mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu va de toute façon décider du résultat. Donc je n'ai pas besoin d'en faire trop. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, de mitrailler. Mais voilà, je peux faire ça avec moins de temps. On a alors maintenant, je vais vous parler de quelques exemples, d'accord, de la vie de tous les jours, qui concernent donc ces lois du travail, d'accord. Il y a une loi, par exemple, il y a une Mishnah comme ça, qui dit qu'un employé n'a pas le droit de se coucher tard le soir s'il travaille le lendemain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous vendez vos services à une entreprise, vous vendez 8 heures par jour, et là c'est 8 heures du début à la fin, vous devez être 100% efficace. Et on ne doit pas se dire, moi je suis arrivé au bureau à l'heure, donc ça va. On doit se dire, est-ce que je suis en forme pour faire le boulot pour lequel on m'a pris? D'accord? Donc ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand on est collaborateur d'entreprise, on doit se dire, je suis censé être une source d'énergie, quelque chose qui va générer de la valeur, et on m'a recruté pour ça. Et donc si maintenant, je vais tous les soirs, je dors à 1h du matin parce que je suis la nuit sur Netflix, d'accord, ou 2h, 3h, 4h, etc. Le matin, j'arrive au bureau à l'heure, j'arrive à me lever, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil et tout. Non. La Torah l'interdit. Elle interdit Netflix aussi, c'est un sujet. Mais en tout cas, elle interdit, on doit arriver en forme au travail. De la même manière, on a
beaucoup ont un smartphone. D'accord. Le problème du smartphone, c'est quoi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les stats font que on vérifie son smartphone entre 110 et 150 fois par jour. D'accord? C'est la moyenne. D'accord? On vérifie, on voit est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un message. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 minutes, d'accord? 10 minutes pour se concentrer sur un sujet à fond. C'est-à-dire que si par exemple vous travaillez sur un contrat, vous travaillez sur un document que vous devez écrire ou sur n'importe quelle tâche que vous devez faire, il vous faut 10 minutes pour que votre cerveau oublie les autres sujets, les sujets sur lesquels vous aviez, et se concentre sur un sujet. Si vous faites le calcul, c'est quasiment impossible. C'est impossible, c'est 100% impossible. D'accord? C'est-à-dire que quand on est 110 fois par jour, ça veut dire qu'on consulte à peu près toutes les 5 minutes, on vérifie ce qui se passe sur son téléphone, donc on ne se concentre absolument jamais. Donc, si on est collaborateur d'entreprise, on est juste en train de voler en permanence. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas, on n'est pas en train de travailler avec ses capacités à fond. D'accord? Et ça, il faut s'en rendre compte. Il y a la loi du travail qui a été votée il y a 2 ans, d'accord? C'est la loi El Khomri, la loi en France, loi du travail française, qui a même mis en place pour les entreprises de plus de 50 personnes des règles, l'obligation d'avoir un règlement d'utilisation du smartphone et des outils, Internet, etc., dans le cadre de l'entreprise. Et là, maintenant, je le fais à l'envers, de la même manière. Si vous êtes un patron, d'accord, et vous avez des collaborateurs, vous ne pouvez pas passer la soirée à discuter avec vos collaborateurs si vous les payez à l'heure, d'accord, si en tout cas les heures sont comptées. Vous ne pouvez pas continuer à travailler le soir avec vos collaborateurs, à discuter, à échanger, etc., sans les payer. De la même manière, c'est-à-dire que le fait de dire « moi maintenant, je dois être 100% disponible pour mon bureau pendant mes heures du travail », quand maintenant l'employé n'est plus dans les heures du travail, le patron doit aussi savoir qu'effectivement l'employé maintenant ne travaille plus pour lui. Et aujourd'hui, les employés ont très honte quand ça se passe comme ça, ont très honte de dire à leur manager « désolé, je suis avec mes enfants, j'ai pas le temps pour toi ». En général, ils se mettent à travailler, etc. Mais on a un vrai problème en tant que patron, en tant que manager, etc. On peut avoir un vrai problème parce qu'effectivement, on est en train de faire travailler les gens sans les payer. Donc ça c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est assez... Donc je revenais sur la loi du travail, proposition directe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'effectivement, on va dire, bah, attends, moi, je ne vais pas lâcher mon smartphone à 100%, etc. Il faut aller voir son manager, il faut aller voir son boss, et aller dire, voilà, moi, je veux utiliser mon smartphone de temps en temps pour un usage personnel, je veux pouvoir envoyer des mails de temps en temps à usage personnel, quelles sont les règles de l'entreprise? S'il dit, il n'y a pas de règles, je dis, est-ce que vous pouvez me donner des règles? Tous les combien je peux vérifier, etc., etc. Si je ne fais pas ça, effectivement, je suis un voleur. Il faut savoir qu'il faut faire très attention dans toutes les lois dont je vous parle là, ne jamais voir comment les autres font, et se dire c'est comme ça qu'on doit faire. Parce qu'il faut savoir, dans les grandes entreprises, la grande mode, ça fait 50 ans, c'est les employés, ils volent des ramettes de papier, ils volent les stylos, les fournitures, les trombones, les trucs, ils ramassent des choses, bon, tout ce qu'on peut prendre dans l'entreprise. Et c'est quoi l'excuse? Ça toujours la vanne, toujours la bonne excuse de voleur, c'est ouais mais mon patron ne me paye pas assez. Et ça, il faut savoir que c'est jamais une excuse. Al-pi halacha, ça ne fonctionne jamais. Si tu penses que ton patron ne te paye pas assez pour le travail que tu fais, tu t'en vas. C'est tout. Si tu as accepté ce poste pour ce prix, c'est comme ça. Tu fais ça et tu n'as pas le droit de prendre un centime de plus sans qu'on te le donne. Mais est-ce qu'on peut ruser avec... Est-ce qu'on peut ruser? Déjà qu'Yaakov il a rusé avec la vanne par rapport aux bêtes. Aux bêtes. Est-ce que... Alors, j'attendais cette question tout à l'heure. Est-ce que ça ne crée pas chez nous? Ok, alors est-ce que la vanne a rusé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rusé? Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov vis-à-vis de Lavan. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov à ce moment-là? Il a acheté des roseaux, il a fait des simanimes avec des roseaux et bon, je sais plus exactement. Mais ça veut dire que quelque part il a rusé. Ok. Alors je vais simplifier, je peux vous lire les psukim pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Quel a été le deal de Yaakov avec Lavan? D'accord? Donc Lavan a un deal avec Lavan, donc après qu'il ait travaillé 14 ans, Lavan lui dit reste, j'ai vu que c'est toi qui amènes la bracha chez moi. Il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles, on voit que c'était Rachel qui allait chercher l'eau et tout, il n'avait pas de garçon, il y a eu des garçons, il a eu la fortune, etc. Je veux que tu restes. Il dit, Lavan il dit demande-moi ce que tu veux. Et lui, Yaakov, il dit regarde, moi je veux faire quelque chose, j'ai la émouna, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voilà,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le troupeau que tu as, et on va prendre tous les animaux tachetés et rayés, et on va les envoyer à 3 jours de marche d'ici. 3 jours de marche, je sais pas, c'est des dizaines de kilomètres, très loin. Et je vais garder tes animaux blancs, d'accord? Les animaux blancs, je vais les mettre dans un endroit qui t'appartient. À chaque fois qu'il y aura une bête de couleur qui va sortir de ces animaux blancs, elle sera pour moi. D'accord? Alors nous on imagine qu'effectivement Yaakov est complètement fou. Parce que tu prends des animaux blancs, il doit avoir des animaux blancs. D'accord? Donc qu'est-ce que Yaakov, il n'a même pas fait sa Ishtadlout dans cette histoire-là. Il comptait vivre sur un miracle. Et ça, c'est pas possible. Yaakov, il ne voulait pas vivre sur un miracle. Il y a un certain type de bêtes, ce sont les bêtes Akudim, ce sont des bêtes qui avaient en fait des petits traits de couleur sur les pattes, qui elles devaient rester avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il lui dit tu prends ci, tu prends ci, tu prends ça, tu prends ça, mais il n'a pas dit que tu prends les Akudim. Donc, pour Yaakov, il disait regarde, moi pour moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais je t'avoue, c'est je prends plein de blanc, il y aura un tout petit peu avec un peu de couleur, ça me suffit. Maintenant, tous ceux qui sortiront avec des couleurs seront pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Lavan, en partant, il dit ah, je les prends aussi. Il a pris les animaux de couleur. Il n'a pas respecté l'engagement de Yaakov. À ce moment-là, d'accord? Donc il ne respecte pas l'engagement de Yaakov. Et à ce moment-là, donc Yaakov se retrouve qu'avec des bêtes blanches. Et avec Lavan qui n'a pas respecté son accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement pris des roseaux. Il a dit regardez, il devait avoir des bêtes avec des petits traits, d'accord? Bah, je vais refaire la même chose, je vais faire des roseaux. Et on verra ce qui va se passer. D'accord? Donc il avait la Ishtadlout pour juste se retrouver au même moment que le deal initial. D'accord? Et à ce moment-là, effectivement, les bêtes naissent. D'accord? Les bêtes de couleur naissent. Et il faut voir qu'il y a des psukim, il y a des mefarshim qui expliquent dans les psukim que donc il y a une première génération qui naît, une deuxième génération de couleur qui va naître, et qu'on dit, il y a des mefarshim qui disent que Yaakov a été donné à Lavan, on le voit dans les psukim, a été donné à Lavan la première génération. C'est dit la première génération? Bon, effectivement, j'ai un peu dû trafiquer pour avoir, même si j'étais dans mon droit, puisque c'est exactement ce qui devait se passer. Mais il est parti, il les a donnés à Lavan. Donc en fait, Yaakov n'a pas rusé du tout. Il est juste revenu sur l'accord initial, que Lavan n'a pas voulu résoudre. On appelle ça faire justice soi-même, c'est interdit. Ah non, Lavan. Ah, c'est rigolo, j'ai étudié ça hier. Je suis en plein dans la souga de faire justice soi-même. Vidinish Dinan de Nafché. Là, on n'est pas en train de faire justice, d'accord? On est là juste en train de remettre les paramètres du contrat initial, d'accord? Donc je reviens, donc Yaakov, non, n'a pas rusé, on dit toujours la ruse de Yaakov, mais il faut bien la comprendre parce qu'on dit aussi que Yaakov est le Ish Emet, est l'homme de vérité. Donc ça n'a pas l'air de coller ensemble, mais en fait Yaakov est vraiment le Ish Emet. On ne peut pas voler un voleur. On ne doit pas voler un voleur, on n'a pas le droit de voler un voleur. La halakha, le Shulchan Aruch dit qu'on ne peut pas voler un voleur, on ne peut pas voler, enfin, on peut certaines fois récupérer ce qu'on a, ça c'est un sujet de halakha, mais en tout cas, on ne peut pas voler même quelqu'un qui nous fait du mal, d'accord? Donc ça c'est quelque chose d'important. Est-ce que Yaakov a travaillé réellement 20 ans sans étudier? S'il a fait un contrat de cette année, est-ce qu'il a volé la vanne en étudiant ou pas du tout? Il faut savoir que l'étude à l'époque, la Torah n'était pas écrite, d'accord? Il a étudié 14 ans avec... Tout à fait, mais l'étude, il faut voir que l'étude, c'était pas de se retrouver face à des livres et de lire des choses, potentiellement, d'accord? C'était plus de la pensée, c'était plus de la philosophie, d'accord? Tous les ancêtres du peuple juif important, Rabbi Akiva, David Ameler, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les fils de Yaakov étaient tous des bergers. D'accord? Pourquoi ils étaient des bergers? Parce que ça leur permettait, pendant qu'effectivement ils surveillaient les bêtes, de réfléchir, d'accord? De se perfectionner, de s'améliorer, et d'améliorer leur relation à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est pas qu'il a été étudié, il avait un livre ouvert pendant ce temps-là, et attention si les bêtes partaient, non. Mais en tout cas, effectivement, il étudiait dans sa tête, quoi. D'accord? Il n'y avait pas la Torah écrite pour ça. Donc ça, voilà. Donc, comme j'ai expliqué, faire très très attention, même si on est mal payé, faire attention au vol de son employeur, l'histoire des smartphones. Il est même interdit, ça c'est clair, les poskim l'ont retranché maintenant, d'écouter des cours de Torah pendant qu'on travaille. D'accord? Il faut être très clair. Il y a une histoire comme ça qui est racontée,
qui avait un grand conférencier de Torah qui appelle un jour le service des impôts, ou non, je crois que c'était le Bitur Leumi, il appelle le Bitur Leumi ici, et il tombe sur quelqu'un, il donne son nom, il dit « Ah, vous êtes le Rav truc qui donnait les conférences, bon, pendant que je m'occupe de vous, parlez-moi de Torah. » Et le Rav lui dit « Interdit, j'ai pas le droit, tu es en train de travailler, tu n'as pas le droit d'étudier à ce moment-là. » D'accord ? Donc pareil, c'est-à-dire que de la même manière, on peut demander l'autorisation à son boss, à son supérieur, etc., d'écouter un cours si effectivement le boulot qu'on va faire va être aussi efficace. Mais en tout cas, même ce genre de choses, on n'a pas le droit de le faire. Il y a un sujet, et là qui est absolument magnifique quand j'ai trouvé, pour se rendre compte de le niveau d'honnêteté qu'on doit avoir dans le travail. Il y a un sujet qui s'appelle la Gnevat Da'at, voler l'esprit. Qu'est-ce que ça s'appelle voler l'esprit ? Le cas de la Gemara, c'est ça. Il est interdit de vendre à un non-juif de la viande non cachère s'il pense qu'elle est cachère. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ? Un non-juif. À un non-juif. Donc je vais prendre l'exemple. Donc je suis Monsieur Dupont. Je viens de m'installer à Paris, à côté d'une boucherie cachère, et je demande à mes voisins, c'est quoi la meilleure boucherie du coin ? Il y a la boucherie Cohen à côté, elle est super. Bon. Et donc, Monsieur Dupont arrive, il arrive chez Monsieur Cohen me dit « Ah, bonjour monsieur, vous êtes nouveau dans le quartier ? Oui, oui, oui. Ah, vous êtes de chez nous ? Non, non, mais on m'a dit que vous avez de la très bonne viande. Ah oui, on a effectivement de la très bonne viande. Mais vous voulez quoi ? Vous avez des invités ? Il fait « Non, non, on n'a pas d'invités. » Alors là, donc là, le boucher dit « Ah, enfin, j'ai trouvé une solution. » Quel était le problème du boucher ? C'est qu'il avait fait la shrita d'une bête une semaine avant, et qu'elle avait raté, d'accord ? Pas grand-chose. C'est-à-dire que la bête était exactement de la même qualité, mais Alpi Alacha, elle n'est pas cachère. Et donc il a gardé dans le congèle, il a dit « Ah, je vais la sortir. Je vais la donner à M. Dupont. » D'accord ? Il la sert à M. Dupont, M. Dupont « Ah, merci beaucoup, etc. » M. Dupont ne sait absolument pas qu'on lui a servi de la viande pas cachère. Et d'ailleurs, ça ne change absolument pas rien pour lui. On est d'accord ? Et ça, c'est interdit. Interdit. Quoi, c'est interdit ? C'est-à-dire que M. Dupont, lui, il pense qu'il est traité comme un client normal. D'accord ? Et je précise M. Dupont parce qu'effectivement, les lois de Nevada, les lois de vol, etc., sont les mêmes juifs non-juifs. Hein, on enlève le mythe débile là, qui existe. Les lois de Nevada, d'ailleurs, le Ramban dit que le Gnevat est même plus grave que le vol. D'accord ? De faire des choses dans le dos d'un client. Et donc, malgré le fait qu'effectivement, cela ne change rien, M. Dupont pense qu'on est en train de lui fournir un service normal. Donc il est reconnaissant vis-à-vis de la personne qui est en face, alors que la personne en face, elle profite d'une situation. Et là, je vais vous donner un autre sujet Gnevat qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un exemple que j'adore raconter. Vous êtes invité au mariage de votre cousine. D'accord, votre cousine vous appelle et vous dit, voilà, je me marie dans 2 mois à Los Angeles. Là, tu dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je ne vais pas pouvoir aller à Los Angeles. D'accord. Ah, Mazal Tov et tout, bon, on verra, hein, j'essaierai de venir, je ne sais pas, on verra. Il raccroche, je dis, non, hors de question, qu'est-ce que je vais aller faire jusqu'à Los Angeles ? Je raccroche et il se passe quelques jours après, j'ai un client qui me dit, bon, je suis d'accord avec le contrat que vous m'avez envoyé, et par contre, j'aimerais que vous veniez le signer à Los Angeles. Oh, ça tombe quand ? La date du mariage. Donc vous allez à Los Angeles pour le client, vous allez signer votre contrat, et le soir, vous dites, bah, tant qu'à faire, je vais au mariage. Et là, la cousine arrive, elle vous voit, elle dit, waouh, tu es venu pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, mais elle va te blesser quand même. En fait, j'en avais rien à faire de ton mariage. Comme ça, il faut lui dire. Mais sinon, vous êtes en train de dire qu'on n'est pas bon. Sinon, on n'est pas. Il faut être vite sur les mains. On a 2 problèmes. Comme je vous disais qu'on a à chaque moment de notre vie, on a des épreuves. On a 2 problèmes à ce moment-là. Un, on ne doit pas lui faire de la peine. C'est une halakha, on ne fait pas de la peine aux gens. L'autonou. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit lui dire la vérité. Donc on doit trouver un moyen de lui dire ça, de la manière la plus gentille. Regarde, je ne comptais pas venir. Mina Shamaim, effectivement, on m'a envoyé un contrat au même moment. Allez, on va danser. D'accord ? Bon, si c'est une fille, va avec elle. Et donc là, en fait, on se rend compte, c'est quoi le degré d'honnêteté ? C'est que si on ne faisait pas ça, la cousine,
Le jour où on allait pour organiser le mariage de son fils au Japon, elle serait obligée de venir. C'est qu'en fait, elle est redevable. Le monsieur Dupont, au magasin, à la boucherie, il est redevable vis-à-vis de monsieur Cohen. Ah, vous m'avez bien servi. Alors qu'il ne sait pas que non, je ne t'ai pas servi comme d'habitude. Donc ça, c'est la Gnevat Da'at, c'est quelque chose qui est très très important. Et on va parler des agents immobiliers pour la Gnevat Da'at. Donc l'agent immobilier, en général, quand il présente une maison, et que quelqu'un dit « Ah, c'est intéressant », qu'est-ce qu'il dit tout de suite? C'est une super affaire. Ouais, il peut. Est-ce qu'il y a des défauts? Non. Bon, ça, il y a des sujets sur les défauts. Ça, c'est qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Ça, effectivement, il y a des vrais halakhot là-dessus. Mais en général, qu'est-ce qu'il dit quand on dit « Je suis intéressé » Il va dire « Il y a quelqu'un d'autre sur le coup, il faut se dépêcher. » Ah. Il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Alors. Il est mauvais, le mec. Hein? Il est mauvais. Il est mauvais, c'est 90%, je pense, des agents immobiliers. Hein? On est d'accord. Non, c'est pas ça, c'est parce que il fait que reculer l'histoire, parce que le type, il est pas fou. Il dit, après, il est sur le coup, c'est une blague. Ah non, mais vous êtes intelligent. En général, ça marche très bien. La méthode, elle marche très bien. C'est vrai qu'il est... Non, mais voilà, vous êtes intelligent. Non, en général, ça marche très bien. C'est une super méthode pour faire que les gens... Ah, vite, je dois amener mon mari, etc. C'est précis. Donc ça, c'est de la Gnevat Da'at. On va dire, mais non, mais en quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas volé. Il va vendre la maison au prix qui est fixé. Il n'a rien fait. Non. Il a donné une mauvaise image, une image fausse de la situation. D'accord? Alors, à part le fait qu'il ait menti, d'accord? Mais en tout cas, il a donné une fausse image de la situation. C'est la Gnevat Da'at, c'est 100% interdit. Et d'ailleurs, je vais vous donner un autre... et c'est une bonne transition pour la prochaine halakha. C'est le fait que si vraiment quelqu'un est sur le coup, vous voulez acheter un appartement, et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de signer. D'accord? C'est-à-dire que les avocats sont déjà en train de discuter entre eux pour préparer la paperasse. Il est interdit de venir surenchérir. 100% interdit. De la même manière, vous savez qu'il y a une société qui recrute pour un poste, et vous avez entendu qu'un ami d'un ami d'un ami était en train d'être recruté, il est interdit de venir postuler pour prendre ce poste. C'est une loi qui s'appelle, c'est une sougia dans la Gemara qui s'appelle Ani Ameafer Acharara. Bon, voilà, en gros, c'est ça le sujet. C'est le sujet de. Je descends il est en train de se passer une transaction, et moi je dis non, c'est pas pour toi, ça, c'est pour moi. D'accord? Même pour un gueule? Pareil. Même si les Khatrila, il aurait voulu être dans cette transaction. Pardon? Si les Khatrila, il aurait voulu être dans cette transaction. Les Khatrila, il aurait voulu dans cette transaction, mais c'est trop tard. Il ira chercher une autre c'est une transaction. dame parce qu'il a vu quelqu'un d'autre le faire. Alors il veut Non. Maintenant, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train de closer. Il y a quelqu'un qui est en train de closer. D'accord? Alors là, vous devez effectivement maintenant... C'est juste une question de timing. C'est une question de maintenant, c'est plus à vous. C'est plus pour vous. Même si effectivement... C'est une question de C'est timing. la paperasse, c'est comme si c'était déjà lui. C'est juste après une procédure. C'est pas déjà à lui. Alpi Din, c'est pas à lui. Mais il y a effectivement, après maintenant, il faut demander à un arabe, d'accord? Un arabe qui connaît ces sujets. D'accord? De bien demander à quel moment, effectivement, est-ce que maintenant c'est trop tard ou est-ce que je peux mettre au milieu. Il y a des exceptions à ces lois. Donc je vous donne les lois en gros, et vous pouvez après les étudier en détail. Mais il y a des exceptions à les lois si le bien en question est exceptionnel. S'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter la Joconde, d'accord, et il y en a une, il est possible, d'accord, il faut voir comment, il est possible qu'effectivement, il n'y ait pas le din de l'anime. C'est que, par contre, si vous voulez un appartement standard, et qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter, même si c'est parfait pour vous, etc., mais il y en a d'autres qui sont dans le monde, et vous pouvez en trouver d'autres, là vous dites non, ça c'est trop tard, c'est pas pour moi, je vais prendre. Il y en a un autre qui sera pour moi. Les enchères, ça c'est pas... Non, les enchères, c'est les khatrila, c'est-à-dire depuis le début, il est prévu que les enchères, on monte à n'importe où, il n'y a aucun problème. Non, ça c'est le système prévu depuis le départ. Donc, comme j'ai expliqué, de la même manière qu'on a quelqu'un un entretien d'embauche, qui est en train de recruter, si quelqu'un est déjà en train de finaliser, il ne doit pas se mettre au milieu. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de ne pas être en mode requin, en mode d'essayer d'attraper des choses qui, a priori, ne nous reviennent pas à ce moment-là. Oui, mais par exemple, tu as commencé à dire au début, il n'a pas le droit de réenchérir. Mais s'il dit, moi aussi, je suis intéressé. Ça dépend. Tiens, regarde. Il y a être dans un mode où les gens maintenant ont l'appartement en vente et ils font rentrer plein de gens. Et plein de gens disent ça m'intéresse. Là, il n'y a aucun problème. D'accord ? À partir du moment où on dit ok, on veut acheter, on est d'accord sur le prix. C'est important aussi dans les critères.
et on met les avocats sur le coup, à partir de là, c'est pas maintenant parce que c'est pas terminé et que maintenant n'importe qui peut revenir en arrière que nous on peut venir. La transaction est en train de se finaliser. Mais surenchérir parce que tant que le deal n'est pas, on ne s'est pas serré la main pour avancer, effectivement là il n'y a pas de problème. Même le propriétaire il a un interdit d'accepter la proposition. Est-ce qu'il a un interdit d'accepter la proposition? C'est une bonne question. On peut dire que c'est un FC d'argent. C'est une bonne question. C'est normal. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un interdit du côté du propriétaire d'accepter la deuxième proposition. C'est possible qu'il y ait un problème de l'IFNE hiver, c'est-à-dire qu'il va entraîner la personne à fauter. C'est une très bonne question. Je n'ai pas vu ça. C'est une bonne question à étudier. Maintenant, pour le côté des négociations signées, par exemple, je comprends. Mais pour un poste, par exemple, pour un travail, l'employeur, il veut le meilleur élément, donc on a l'obligation, nous, de venir se montrer. Non, mais là, je répète, c'est-à-dire que tant que le poste est ouvert, il est ouvert. À partir du moment... Là, on est en train de finaliser, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'avoir le poste. À ce moment-là... Bon, si on se trouve vraiment le meilleur des meilleurs, mais l'autre aussi peut-être un des meilleurs. Il faut pas croire. Donc voilà. Maintenant, je vous donne des à la route en vrac, en vue de loin, vue d'avion, on appelle ça. Mais au final, ces choses-là, il faut les étudier. Vous rentrez dans la Souga, vous les étudiez dans la Gemara, vous les étudiez dans la Halacha, et vous avez un numéro de téléphone d'arabe à qui vous pouvez poser la question, qui va vous dire effectivement quoi faire. D'accord. Mais il faut savoir ça, d'accord? Et c'est un état d'esprit. De la même manière, il y a un sujet qui est le fait de payer ses salariés à temps. D'accord? Et là, c'est pas salarié que pour les gens qui ont des salariés, c'est même pour les gens qui ont des babysitters. D'accord? C'est-à-dire que vous avez en général, pareil, je ne vous donne pas les détails, mais disons que vous avez jusqu'à la tombée de la nuit ou jusqu'au lendemain matin pour payer vos salariés. Si le salarié est payé au mois, vous devez le payer le jour prévu. Si vous le payez un jour trop tard, vous avez enfreint les lois de Baltaline, etc. etc. Donc ce sont des lois pareilles qui sont très très importantes. On oublie très souvent ça en se disant bah, c'est pas grave, il va attendre. Dans la halakha, ces lois sont cruciales. Si la personne n'est pas makpid, on ne peut pas le savoir. On peut pas. La personne n'est pas. C'est uniquement. Le visiteur, je sais pas moi, le problème, je comprends très bien la question. La question c'est si la personne n'est pas makpid. Le vrai problème, c'est qu'en fait la personne peut aussi être gênée de vous dire qu'elle est makpida. Donc la halakha je pose la question avant. Non mais elle va vous répondre non c'est bon. Elle peut vous répondre non c'est bon. Alors qu'en fait, pour elle, c'est un problème. Donc il ne faut pas lui poser la question. On doit le payer en temps et en heure. Maintenant, si vous êtes annoncé, vous n'avez pas d'argent, il y a un problème, etc., là, à la fin, voilà, tous les cas sont traités, il y a des térimes quand on n'a pas d'argent sur soi, par exemple. Mais il ne faut surtout pas demander à un employé, est-ce que ça te dérange si je te paye dans 2 semaines? D'accord? Il faut faire ça selon la halakha, il y a beaucoup de paramètres. Mais faire très attention. En fait, ça dépend du type. Là, on rentre dans les détails, mais par exemple, si dans un métier, il est courant que les gens sont payés en retard, par exemple, ou par exemple, je travaille dans une usine qui fait de l'import-export, et je sais que le patron en général paye au moment où il aura vendu la marchandise, à ce moment-là, effectivement, les choses peuvent avoir des terribles. C'est en fait, est-ce que la personne, au moment où elle a commencé à travailler, elle était déjà dans un état d'esprit de se dire je vais pouvoir être payé en retard. Mais sinon, non. Et je peux vous dire que je vis avec pas mal de gens dont le plus gros problème, c'est pas le problème à Bnei Brak, le problème c'est pas le parnassa, c'est pas de ne pas avoir la parnassa qu'il faut, c'est le fait que les employeurs ne payent pas à temps. Ne payent pas à temps les employés. Là, j'ai pris une famille en très grande difficulté, la maman est ganénette et l'école ne paye pas. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas reçu le salaire, c'est elle qui est la personne qui amène la parnassa, etc. Il a fallu chercher de la zdaka pour ces gens-là. Donc il faut vraiment se rendre compte que ne jamais imaginer, non mais c'est sûr elle a de l'argent, ça ne va rien changer dans sa vie, etc. Non, il faut être très actif dessus. Pas de la même manière, ceci est une autre halakha, le fait de payer ses fournisseurs à temps. Il y a une grande mode, c'est si j'achète des produits ou j'achète n'importe quoi, une prestation de service, et j'ai une facture, je reçois une facture payable à 30 jours. D'accord? Quel est le classique? C'est j'attends que le fournisseur me relance. D'accord? C'est comme ça que j'ai vu dans plein d'entreprises, plein de gens qui font ça, même des milliardaires qui font ça. Et alors qu'en fait, à partir du moment où vous passez la date limite, vous avez un statut de voleur. C'est-à-dire que vous avez reçu un produit et vous ne l'avez pas payé. D'accord?
Donc pareil, donc là vous enfreignez le vol, donc vous êtes obligé de rendre, etc., etc. Mais en tout cas, vous avez un statut de voleur. Donc pareil. À moins de prévenir le fournisseur, par exemple. À moins qu'il vous donne l'autorisation. Là, sur le fournisseur, on a le droit de le faire. Le fournisseur vous donne l'autorisation. Là, il peut être mochel et il peut effectivement vous donner plus de temps. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a un usage dans le business que ça se passe comme ça? C'est-à-dire le fournisseur le sait, il ne sera jamais payé le jour. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le business, dans pas mal de pays, dont la France, etc., les lois sont devenues de plus en plus dures pour payer à temps. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, la plupart de mes boîtes, des boîtes dans lesquelles je suis actionnaire, leur gros problème, c'était que les fournisseurs ne payaient pas à temps et elles risquaient toutes de couler. Et quand Macron est arrivé au pouvoir, il a fait une loi qui oblige les gens, qui oblige les entreprises à payer à temps. Non, faut pas voir. Pareil, il faut étudier la halakha et voir les différentes éthérimes. Il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'on a un statut de voleur à partir du moment où on a un produit qui n'a pas été payé au jour fixé. Vous avez une loi, alors ça c'est uniquement vis-à-vis des juifs, d'accord, parce que dans le monde juif ces lois-là n'existent pas. C'est la loi de fixer ses prix en fonction du marché. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas profiter de la crédulité d'un client pour lui vendre un produit beaucoup plus cher qu'il est, d'accord. Vous voulez vendre une caméra, d'accord, donc c'est la référence EasySix, elle vaut en général 400 €, vous ne pouvez pas aller la vendre 700 €, d'accord. La limite maximum c'est 16,6%. De la même manière, si vous êtes un acheteur, vous arrivez dans un marché et vous voyez un produit qui est pas cher, alors que normalement il est censé être plus cher, vous devez avertir le vendeur, ce qu'il est normal qu'il est pas cher. Et là il va vous dire, oui il est en promo, oui on a acheté un lot, oui on a un truc, etc. Mais vous ne pouvez pas acheter en disant que peut-être que le vendeur ne sait pas quel est le prix réel. Ça s'appelle les lois de Honard. C'est un sujet qui est très intéressant. L'immobilier ne fonctionne plus comme ça. Alors l'immobilier n'est pas concerné par les lois de Honard. D'accord, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en fait, si, il y a selon la Tosot, dans la Suga, dans l'immobilier, vous ne pouvez pas vendre plus de 2 fois le prix normal. D'accord. Mais vous pouvez vendre 90% de plus. Le prix normal, c'est quoi? Le prix normal, voilà, en fait c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de prix pour un terrain. D'accord. Un terrain a un prix, mais en fait il n'a pas une vraie valeur marchande parce que chaque terrain est différent, etc., etc. Tous les sujets qu'on parle là, ce sont uniquement des sujets où en fait ce sont des produits qui sont partout pareils. Un champ, c'est mouvable parce que c'est combien s'il peut rapporter, mais une maison, c'est. Non, mais même un champ, peut-être qu'à un moment vous faites un vignoble dedans et ça va changer les choses. Non, il n'y a pas. Sur les terrains, il n'y a pas, sauf si c'est 2 fois plus cher que le prix. Et là, après, c'est les bâtés d'énigmes qui décident est-ce qu'effectivement on a dépassé toutes les limites. Donc en fait, si tout le monde augmente en même temps, il ne peut y avoir aucune limite. Bah, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a les lois de... Donc sous ça, c'est des sujets. Ce sujet-là, par exemple, de prix, c'est le 4e pérec de Baba Metzia, qui s'appelle le Pérec Hazar, qui parle de tous ces sujets-là. Donc c'est des sujets qu'il faut étudier dans la Gemara, bien comprendre un peu les tenants aboutissants, et ensuite aller étudier la halakha. C'est des sujets ce sujet de Hana est assez compliqué dans la vie d'aujourd'hui, où les prix sont vraiment très différents d'un endroit à un autre. D'ailleurs, il faut savoir, par exemple, si j'achète une canette de coca à Barbès et j'achète la même sur les Champs-Élysées, on ne va pas dire au mec des Champs-Élysées, tu as vendu plus de 16,6% plus cher. Évidemment, ce n'est pas le même produit. Donc ça, pareil. Donc ces sujets-là sont un peu plus compliqués. En général, aujourd'hui... Produit, mais c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas la même climatisation. C'est le même produit, mais au final, c'est pas le même service qui est apporté. Climatisation, le lieu, etc. Pour le sourire du vendeur, il paye une partie de son le loyer. sourire, il sourit pas trop. C'est longtemps que. C'est pas les mêmes loyers. Il paye une partie de son loyer. Pardon. Il paye une partie de son loyer, c'est là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas comparer. On peut pas comparer les prix de la Macolette qui est dans un moshav au fin fond à côté de Sfat, d'accord, et le magasin de Tel Aviv, d'accord. C'est pas comme ça. Je peux acheter chez AliExpress si c'est 20 fois moins cher. Mais on parle de salaire. Le prix des 16%. Oui, 16,6. Ouais, c'est un sixième. Ouais. C'est par rapport au prix de vente de l'objet, où en fait, après qu'on ait déduit les charges, combien ça lui coûte. Voilà. Ah voilà, ça se passe. 1000 et 20 000 là. Bon, dis-nous que c'est 16,6 au-dessus.
D'accord, c'est que le prix vaut 100, le prix dans le 100. Oui, mais si c'est par rapport au prix d'achat. Très bien, c'est Marc Loquet dans la Gemara, vous allez l'étudier, ça va être super. Vous allez comprendre. Mille et bar, mille et ras, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. On a, donc ça c'est le sujet d'on a. Maintenant un sujet qui est pas traité dans le prochain Mishpat, mais qui est traité ailleurs, qui est le sujet des prêts à intérêt. Alors je sais pas combien de temps vous voulez encore de pas. Vous avez encore un quart d'heure, ça vous va? Ouais, c'est bon. C'est pour les questions. Hein? Laissez un peu de temps pour les On va laisser le temps avec les questions. Il y en a qui vont voler dans Ouais. C'est juste que je sais pas comment rentrer chez moi avec ma voiture en panne, mais c'est pas. On a. Il y a le sujet du prêt à intérêt. Donc le sujet à prêt à intérêt, il faut savoir que c'est un sujet extrêmement important. Et là en général, les dames, quand je dis la phrase qui va suivre, elles font voilà, même pas que les dames. Il est écrit dans la Gemara que celui qui enfreint les lois de Ribit, les lois de prêt à intérêt, ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Vous avez averti. D'accord? Ne se lèvera pas à la résurrection des morts. On ne dit pas ça pour Shabbat, on ne dira pas avoir, on dit ça que pour Ribit. D'accord? On se rend compte de l'importance des choses. Donc, un sujet de Ribit, c'est quoi? C'est, j'ai un ami qui vient me voir, qui me dit, voilà, j'ai besoin de 10 000 shekels. Ça, tu dis, il n'y a pas de problème, je te donne 10 000, tu me rends 12 000. Dès qu'on fait ça, on enfreint Ribit de Oraïta, selon la Torah, on enfreint un interdit de prêt à intérêt. D'accord? Maintenant, ça on dit, bon, ok, ça n'arrive pas tous les jours qu'on prenne de l'argent et on demande plus, c'est pas vraiment un sujet comme ça. Maintenant, vous êtes à la maison et votre voisine vient vous demander du coca. Elle vient demander du coca. Et vous, ce que vous avez une demi-bouteille dans le frigo. Donc vous lui donnez la demi-bouteille et la voisine, quand elle veut vous rendre la bouteille, elle dit, ah, je vais pas faire la mesquine, hein, voilà, je vais rendre une bouteille complète. Si elle fait ça, elle enfreint Ribit. Elle enfreint l'interdit de Ribit, pas selon Minatora, parce que je vais vous expliquer la différence, mais elle a enfreint l'interdit de Ribit des Rabbanan, c'est partie des interdits très très graves. On a la kavana de donner. Non, on ne peut pas donner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prête quelque chose, qu'on doit... Alors, si on veut donner des gamrés, non. Pour sortir de ce problème, non. on lui dit, je te donne. Non, mais se donne, donc tu ne me dois plus. Voilà, non, mais tu ne dois plus. Si tu veux me donner, alors c'est pas... Non, non, on dit pas ça. Non, si je te donne, mais si tu veux me donner ces trucs, ça s'appelle je veux que tu me donnes. Si après elle revient et qu'elle redonne... Non, justement, non, faut pas faire ce genre de choses. C'est soit on donne, et là, non, c'est ça. terminé. Ça veut dire que si quand elle reviendra me donner une bouteille, ce ne sera pas considéré comme un Ribit, parce que moi je lui avais donné, je l'attendais. C'est un problème quand même. C'est si elle a connecté dans sa tête le fait qu'elle te donne, elle te rende cette bouteille parce que tu lui as prêté la première bouteille, il y a un problème. Ça s'appelle Ribit Moucheret et c'est un problème. Ouais. On va faire très simple. Si quelqu'un me prête 9,90 €, je lui rends 10 €. Et dans la tête, j'ai le droit de dire, je te donne ces 10 centimes qui restent. Non. Comment ça? C'est interdit de Ribit. Interdit de Ribit. Ah, la Zdaka, vis-à-vis de la Zdaka, c'est possible. C'est interdit à partir du moment où on n'est pas conscient, on ne fait pas. Mais si on y a un esquème entre le riz et le Ribit. Non, le Ribit, c'est toujours avec esquème. Quand je viens emprunter, c'est justement la différence avec le vol. La Gemara là-bas précise, dit c'est quoi la différence avec le vol, etc. Il dit, non, le Ribit, c'est avec esquème, on est tous d'accord. D'accord? Mais, donc, je reviens et on va rentrer dans les questions. C'est une askama Gmora où j'ai pas le choix, donc... De quoi? C'est sûr. Non, mais même des fois, il a une askama Gmora, mais il se rend pas compte qu'on appelle ça Necher. C'est comme une morsure de serpent. Morsure de serpent, il paraît, j'ai jamais essayé, Dieu merci, qu'au début ça fait pas mal, mais avec le temps, ça commence à faire mal. Donc c'est comme ça que ça marche. Le vrai sujet de Ribit, c'est quoi? C'est donc, comme j'ai expliqué, je ne dois pas l'echatrila, c'est-à-dire avant, quand je prête, fixer qu'on me rende plus. Ça, c'est l'interdit Minatora. D'accord? Donc, quand je vais, par exemple, acheter... acheter, c'est pas un bon exemple. Le prêt standard. Ensuite, maintenant, il y a des interdits qui sont mis des Rabbanan, qui sont tous les prêts où, même si on n'a pas fixé au départ, on décide, l'emprunteur, il décide de rendre plus. Et là, on va parler des 9,90 €. Et on va redonner 2 exemples. Vous avez emprunté des œufs médium à votre voisine. Vous ne pouvez pas rendre des œufs larges. Maintenant, très important. Maintenant,
Si maintenant vous avez acheté maintenant plein de médiums, plein de larges pour vous, et que ça vous poserait vous un préjudice financier d'aller acheter spécialement 4 œufs médiums, d'accord, d'acheter des 4 œufs médiums, c'est ça. À partir de ce moment-là, c'est possible. C'est-à-dire que vous ne faites absolument pas ça pour lui rendre plus, vous faites ça parce que vous avez un problème. D'accord, pardon. Chacun doucement, mais ça peut être ce genre de choses. Donc j'ai expliqué sur la bouteille de coca. Sur le sujet par exemple des 10 euros, des 9,90 €. Moi maintenant, si je veux donner 9,90 € pile, je veux donner 9,90 € pile, je dois aller faire la monnaie à une demi-heure de route, d'accord. Effectivement, je peux donner 10 €. Parce que je ne le fais pas parce que je veux lui donner 10 €, mais parce que j'ai un vrai problème. Et donc il faut être très honnête. C'est-à-dire qu'il faut être très honnête. Pourquoi je donne? Pas pour la personne qui est en face, je dois le donner pour moi. Si je fais quelque chose pour le prêteur, à partir de là, l'interdit n'est pas valable. C'est quoi la limite du rubit? Si j'ai emprunté un verre de coca, ouais. Il y a 189 millilitres. Et j'essaie de rendre pile pareil et je rends 190. Si tu penses rendre pile pareil, pour toi dans ta tête, tu en rends plus, ou même un peu plus pour... Il faut que tu rendes le maximum pour ne pas être un voleur. Si je rends un demi-verre, c'est sûr que je suis un voleur. Non, ça va voleur, mais ça veut dire que si par exemple toi tu sais pas si le trait il était là ou il était un peu au-dessus, tu peux dire bon je vais rendre un peu au-dessus au cas où le trait était là. Au cas où le trait était plus haut. Être un voleur, c'est pire que faire du rubit. Non, c'est pas pire. Non, mais c'est juste que ça ne s'appelle pas rubit. Toi, tu rends la même chose. Dans ton cœur, tu veux rendre la même chose. C'est juste que tu sais pas exactement où se trouve la limite. D'accord. Il y avait de la mousse. Pardon. Il y avait de la mousse dans le verre que j'ai. Il y avait de la mousse, ça c'est. Faut voir. Quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Et pareil, je lui rends plus. Là, il n'y a pas de rubit. Le rubit, c'est. Quelqu'un a acheté quelque chose pour moi. Il a acheté quelque chose pour moi. Il a payé quelque chose pour moi. Maintenant, je vais lui rendre. Je ne vais pas lui rendre exactement la somme. Alors, je le rends plus. C'est pas de rubit. Tu ne vas pas prêter directement. Ça dépend. Ça dépend. Tu as avancé l'argent pour que tu prêtes. Ça dépend si vous avez avancé l'argent, si c'est lui qui a payé, est-ce que. C'est la Cavana. Quand c'est arrivé récemment, quelqu'un a rapporté quelque chose de France, il a dû payer, il a payé une taxe. Je suis. Ah ouais, non, ça. Mais oui, non, mais je le remboursais, mais bon, ça faisait 307. Non, vous pouvez payer pour le voyage. Vous pouvez payer pour le service. Ça doit être Moukdar pour le service ou pas? Ouais. On peut pas dire comme ça et on sait dans la tête. Non, c'est parce qu'il y a un service, il n'y avait aucun service, non. Il faut le dire, genre. Faut être clair. Oui. Il vaut mieux le faire avant. Alors maintenant, personne m'a posé la question, attendez la question, de me dire, on parle des 9,90 €, mais comment est-ce qu'on fait pour acheter une maison en Israël? On achète bien, on emprunte bien avec intérêt. Hein? C'est une participation dans une... Non mais il paraît qu'il y a certaines banques, elles font ce qu'il faut. C'est toutes les banques. Dieu merci, bien bossé. Il y a une possibilité, et même entre personnes, d'accord, de faire des prêts à intérêt via quelque chose qui s'appelle le Heter Iska. C'est-à-dire qu'au final, l'argent que l'on donne, ce n'est pas un prêt pour que la personne s'achète du lait pour donner à ses enfants, d'accord? C'est qu'en fait, avec cet argent, elle va le faire fructifier, et on accepte de ne pas avoir 50% du bénéfice, par exemple, mais avoir un taux fixe, d'accord? Ça s'appelle un Heter Iska. Donc si un jour vous avez besoin effectivement d'investir dans une société, ou faire un prêt à intérêt, ou emprunter, il faut toujours avoir le Heter Iska. C'est très important de le savoir. Il y a des banques aujourd'hui en Israël ont toutes un Heter Iska. C'est-à-dire que quand on emprunte, effectivement, la banque, finalement, elle profite de l'augmentation de valeur future de notre appartement et elle en prend un petit bout. Mais il faut savoir que la plupart des poskim disent qu'il faut savoir que cette chose-là existe. C'est-à-dire que quand nous, on est là en train de faire un prêt en disant « Ah, c'est pas grave, de toute façon, en Israël... » Moi, un jour, j'étais chez ma banque, avec mon banquier, un ami d'enfance, qui a une kippa sur la tête, etc. Je lui dis « Hé, le rébit ?» Il fait « Ah, il n'y a plus de ça aujourd'hui, c'est fini, tout le monde fait du rébit. » Et je lui ai dit, attends, il y a un Heter Iska, c'est sûr. Il appelle une personne de la banque, elle sort un document de son bureau, effectivement, il y avait un Heter Iska. C'était le patron des Mashkantaot d'une banque, d'accord, à Tel Aviv. Et donc, il ne savait même pas. Donc ça, il a vraiment un vrai problème. Donc maintenant, il le sait, heureusement, mais il y a vraiment un vrai problème. Donc il faut absolument le savoir, il faut absolument comprendre ce que ça veut dire, c'est quoi le concept, comment ça fonctionne. Et effectivement, c'est un sujet qui peut... Si l'appartement perd de la valeur, combien on prend plus d'intérêt? Ah, c'est une bonne question aussi. Si l'appartement perd de la valeur, est-ce qu'on doit rembourser? C'est l'investissement. Ouais, mais c'est le risque d'investissement. Si on dit que la banque a pris une part d'investissement.
C'est un sujet, je ne veux pas rentrer dessus. Il est arrivé que quelqu'un a emprunté avec Ribit à sa banque pour acheter des actions, faire un investissement que la banque lui a conseillé. Effectivement, il a demandé remboursement des intérêts. Et voilà, bon, ça fait un gros scandale. C'était un conseil de la banque, vous voulez acheter un appartement. Il faut rentrer dans la halakha. C'est des gros sujets de la halakha. J'ai étudié 4 ans Ribit. Donc, juste pour vous dire, on ne peut pas faire ça sur un truc, mais je vous dis juste que ça existe et qu'il faut faire très attention à tout. Quand vous allez acheter dans un magasin et qu'on vous dit le prix est différent en payant 12 fois, évidemment c'est du Ribit. Si on vous dit payez maintenant et vous payez moins cher, mais si vous payez à la livraison, vous payerez plus cher. D'accord, pareil, c'est du Ribit, il faut faire très attention, c'est un Ribit d'Arbanan, mais c'est très important. Il faut faire très très attention à toutes ces choses-là. Maintenant, je vais passer très vite parce qu'on va arrêter. Il y a des interdits des poids et mesures, faire très attention à avoir les poids qui fonctionnent. Et voilà, et le sujet dont je vous ai parlé, le fait de débaucher quelqu'un. Il y a aussi l'interdit d'aller débaucher des salariés chez un concurrent. Il y a des halakhot dans ça. Donc il faut faire attention à le faire de la bonne manière. Si le salarié, cette personne-là, est effectivement quelqu'un d'exceptionnel, qu'on n'en trouve pas d'autres, il y a des possibilités. C'est pareil, il faut poser la question. Je vais finir sur un sujet qui est un Rambam, Ilchot Deot, dans le 6e pérec de Ilchot Deot. Le Rambam dit comme ça. Je vous le traduis en direct. La nature de l'homme est d'être tiré par les pensées et les actions des gens avec qui il se trouve et les gens de son pays. C'est pour cela qu'il faut que l'homme soit en permanence entouré de tzadikim. Tzadikim, c'est pas Baba Saleh. Hein. D'accord, tzadikim, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Donc, en général, on espère qu'on les tous. Des tzadikim. Et aussi de l'Ishev et Tzel Chachamim. D'accord, d'être entouré de Rabbanim, ça c'est plutôt Baba Saleh. Tamid, en permanence, pour qu'il apprenne de leurs actes, il voit comment est-ce qu'ils se comportent. Et qu'il s'éloigne des gens mauvais, qui vont dans l'obscurité pour ne pas apprendre de ce qu'ils font. Et après le Rambam continue et il dit, et si maintenant vous êtes dans une ville et il n'y a pas de gens comme ça, vous déménagez. Et si dans votre pays il n'y a pas de gens comme ça, vous changez de pays. Et si maintenant vous ne trouvez personne qui est qui sont des gens bien, vous vivez tout seul. En gros, l'influence des gens avec qui on vit, on le sait tous, d'accord? Mais c'est important, c'est bien quand le Rambam nous le dit comme ça, de cette manière. L'influence crée la personnalité des gens. On est là aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux, les Facebook, etc. Aujourd'hui, notre entourage, c'est des centaines de milliers de personnes, c'est des millions de personnes. On est influencé par les médias, on est influencé par l'actualité, on est influencé par ses amis, ses cousins, les amis de ses amis, etc. etc. C'est très 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 dur d'avoir une pensée claire, d'accord? Donc il faut faire en sorte à être déconnecté au maximum des gens qui peuvent être des gens qui ont de mauvaises influences. Même si on dit « Non, mais moi je veux être là pour aller leur faire tchouva », non, d'accord? Même moi qui suis quelqu'un qui a étudié énormément ces sujets-là, etc., il y a eu certains cas où j'ai demandé à mon rab comment je dois gérer quelqu'un qui était très très loin, il m'a interdit de leur parler, d'accord? La personne était un Tamid Chacham qui était devenu un rachat, et il m'a dit non, celui-là il ne faut pas l'y toucher, c'est quelqu'un de dangereux. Donc certaines fois il ne faut pas s'approcher. Donc voilà, donc c'est le dernier point dont je voulais vous parler. Et donc on a autour de nous un monde où aujourd'hui le monde des affaires est considéré comme une jungle. D'accord? Effectivement, ça peut être une jungle. Ça a toujours été, tout à fait. Comme j'ai expliqué, notre vrai objectif là-dedans, c'est d'être le Yaakov au milieu. C'est être celui qui va survivre et va rester celui qui va rester droit. Et en faisant ça, on fera ce qui est la plus grande mitzvah de la Torah, qui est celle du Kiddush Hashem. D'accord? Sanctifier le nom de Dieu. Il est arrivé beaucoup d'expériences que j'ai vécues personnellement, etc., où en faisant des choses, même vis-à-vis de non-juifs ou vis-à-vis de juifs pratiquants, etc., de faire des choses qui sont tellement droites que les gens sont impressionnés par ça et font tchouva. D'accord? Font tchouva régulièrement. C'est qu'effectivement, ils se rapprochent de Dieu et disent quoi, c'est les gens croyants, ils font des choses aussi claires, aussi nettes, aussi carrées, malgré le fait que ça soit une perte pour eux. À partir de là, effectivement, les gens s'approchent d'Hachem. Donc on est là pour tous faire du Kiddush Hashem au maximum. Sur mon blog berebi.org,
vous avez un article que j'ai écrit il y a 1 ou 2 ans. Vous avez plein de livres, beaucoup en anglais, beaucoup sont écrits en anglais, il n'y en a pas beaucoup en français, qui concernent toutes ces lois de commerce et de comment vivre la halakha au travail. Pendant on est au travail, est-ce que je peux faire mincha? Est-ce que j'ai le droit d'aller à la synagogue d'à côté? Est-ce que j'ai le droit de faire tout ce qu'on peut imaginer dans le monde du travail? Il y a plein de livres comme ça. Il y a un site aussi qui s'appelle businesshalakha.com, qui est un peu plus complexe, mais qui explique tous ces sujets-là. Il y a un livre qui est sorti, qui est le plus grand livre de halachot sur le ribit, sur le prêt à intérêt, qui s'appelle le Brit Pinchas en Israël. Et c'est un livre plutôt récent, qui a, je pense, une dizaine d'années. Et il vient d'être traduit par Torah Box, donc ça vient de sortir il y a 1 mois ou 2 mois. Donc il y a une loi de prêt à intérêt, donc c'est exactement la traduction du meilleur livre et qui donne tous les sujets. Donc on a parlé aujourd'hui des œufs et de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on a le droit de payer son électricité en retard et de payer des intérêts, etc. Voilà, à tous.